Bonjour tout le monde. Donc on reprend un petit peu depuis le début. Donc voilà, bonjour. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un webinaire qui fera partie d'une trilogie sur l'humain dans son environnement. Nous voyons aujourd'hui la première partie qui est les adaptations neurovégétatives. Et je tiens donc à préciser que effectivement, je ne détiens aucune vérité, mais je vais vous proposer ce soir ma vision, mon interprétation d'après mon expérience. Effectivement, comme je l'ai dit, je suis installé maintenant depuis 1996-17, au départ en tant que kinésithérapeute, puis très rapidement en tant qu'ostéopathe depuis 2006. Et depuis 2006, donc, je participe régulièrement à des formations, ce qui m'a amené donc à essayer de faire une synthèse sur le patient au cabinet, comment l'interpréter, euh, je vais juste faire ça. Comment l'interpréter et comment effectivement avoir une analyse un peu plus précise du patient et comment parfois se débrouiller face à des situations un peu compliquées. On s'aperçoit qu'effectivement, pour une même pathologie, pour une même symptomatologie, on a parfois des traitements complètement différents. Si on prend par exemple le lumbago, bah, sur le patient X, voilà, c'était un petit peu les doigts dans le nez. Patient hyper content, tout va bien, vous êtes rassuré. Et puis sur le patient Y, eh ben, vous faites à peu près le même traitement. Et là, c'est un peu la catastrophe et vous comprenez pas pourquoi. Et bah voilà, ça vous met un peu aussi dans le stress parce que vous ne comprenez pas pourquoi, pour une pathologie égale, pour une symptomatologie égale, effectivement, les résultats sont totalement différents. Ok. Donc, on va avancer tout doucement dans la soirée là-dessus et on va commencer déjà par définir qu'est-ce qu'un thérapeute. Pour moi, le thérapeute dans le soin, c'est un tout. C'est une trilogie indissociable. Et effectivement, le thérapeute, vous allez voir qu'on va beaucoup parler de trépied. On parlera également dans le prochain webinaire de trépied au niveau du soin, au niveau du traitement, au niveau de la technique. Et aujourd'hui, effectivement, on va plutôt s'attarder sur les connaissances du thérapeute hein, qui sont indispensables. Pour moi, un thérapeute, c'est avant tout un connaisseur. On doit connaître l'anatomie, on doit connaître la neurophysiologie, on doit connaître certaines parties de la biochimie, certaines parties de la physiologie, hein, la physiologie viscérale également, la physiologie musculaire, bien sûr. Et on voit trop aujourd'hui de thérapeutes, bah, justement un peu patiner sur les connaissances, ce qui fait que bah, automatiquement ils patinent dans les traitements. Euh, Tout simplement parce que peut-être l'enseignement aujourd'hui a changé et n'est plus ce qu'il était et on fonctionne sous forme d'UV et puis on estime qu'une fois que l'UV est validé, eh ben, on revient plus dessus, ce qui à mon sens est une erreur. Il faut sans arrêt remettre les mains, remettre les pieds dans la connaissance. Le thérapeute, c'est aussi un savoir-faire, c'est une technique. Évidemment, il faut apprendre la technique, c'est incontournable. Il faut être avant tout technique, être pratique, et il faut, comme un sportif de haut niveau, refaire ses gammes sans arrêt, répéter son geste, répéter sa gestuelle, afin d'essayer de l'améliorer et afin d'en faire une gestuelle proche du parfait. Je dis bien proche du parfait parce que dans la technique, rien n'est parfait. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, eh ben, je continue encore de me former et je continue encore d'essayer d'améliorer mes propres techniques, de les adapter, aussi d'observer d'autres collègues, d'autres thérapeutes. Et par l'observation, effectivement, on grandit et parfois on arrive à changer un peu ses points de vue, son fusil d'épaule. Et ça permet bah, de débloquer certaines situations, certaines techniques qui nous paraissaient infaisables. Eh ben, du jour au lendemain, effectivement, elles le deviennent. Elles deviennent faisables.
Le thérapeute, c'est aussi un savoir-être. Et ça, c'est sûrement la partie la plus subtile, pas forcément la plus compliquée, mais la plus subtile. Car le savoir et le savoir-faire ne suffit pas. Il faut aussi le savoir-être. Le savoir-être, c'est nos capacités d'adaptation. C'est nos capacités, justement, à analyser, à observer, un peu à disséquer notre patient, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jeudi tout allait bien, le vendredi tout va mal? Donc, et aussi, bien sûr, lui apporter des réponses, lui apporter de l'empathie, évidemment, s'adapter à lui et faire en sorte que il arrive avec un smiley à l'envers et qu'il reparte avec un smiley à l'endroit. C'est ça le but du thérapeute, à mon sens, c'est arriver à la satisfaction du patient. On parlera bien sûr de science hein, tout au long de ce webinaire. La science est importante. L'évidence basée de médecine est un plus. Moi-même, effectivement, à une époque, je refusais un petit peu cette effusion de basée de médecine. Je la trouvais un petit peu trop envahissante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'ostéopathie, on n'en fait peut-être pas assez d'évidence basée de médecine et qu'il va falloir à un moment ben, se fier un peu aux études, se fier un peu aux profs que nous apportent, même s'il faut en prendre et en laisser, même s'il faut avoir parfois un avis un peu à reculons, hein, un avis, prendre un peu de recul sur ces avis scientifiques, ils nous viennent quand même bien à point pour prouver certaines choses qu'on arrive à faire et par contre effectivement de plus continuer à faire certaines techniques ou à faire certaines pratiques dont on sait que c'est totalement obsolète. Hein. Je ne débattrai pas, on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, on sait tous aujourd'hui que le test de Klein, le test de l'artère vasculaire, est totalement obsolète. Des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques l'ont démontré, et il devient même dangereux de continuer d'enseigner, et de toute manière, il ne garantit strictement rien. Ce qui fait que ça nous oblige à nous réadapter par rapport à ça, en particulier sur les techniques cervicales, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, effectivement, ce thérapeute est formé d'un trépied, trois piliers, hein, qui va effectivement venir en complément de son expérience et qui va venir aussi un peu sublimer son expérience. Donc l'expérience thérapeutique est un plus. On est toujours meilleur hein, le lendemain que la veille, ça c'est sûr. On a tous eu dans nos cabinets des expériences très positives, parfois des expériences négatives. Il faut rester humble aussi, et c'est ça le savoir-être du thérapeute, c'est surtout rester humble. Alors j'ai envie de dire, arrêtons un peu la prétention, hein, parce que vous verrez un peu plus tard que mes techniques à moi, justement, elles sont sans ou très peu de mise en tension. Hein, allons essayer de chercher les causes, je dis bien essayer d'aller chercher les causes et non pas continuer de traiter des dysfonctions. Parce que finalement, traiter des dysfonctions, c'est traiter des conséquences. Et c'est pas être meilleur qu'un allopathe dont on essaie de se défendre, on essaie de dire on est mieux que les allopathes, hein, puisque nous, on traite pas des symptômes, on traite des causes. Bah si, quand on traite des dysfonctions, malheureusement, on continue de traiter des conséquences. Donc cherchons un peu les causes dans la maladie. Alors évidemment, il y a certains jeux de mots, hein, car tout est dans les mots. Évidemment, vous verrez que le mal, hein, la douleur est importante et que aujourd'hui, quand j'entends dans certains enseignements dire la douleur, c'est pas grave, la douleur, faut s'en éloigner, la douleur, c'est pas important, ben, ça me fait un petit peu hérisser le poil parce que justement, la douleur, c'est le plus important dans l'anamnèse et c'est justement ce qui va nous permettre d'aller un peu vers le traitement et d'aller vers le traitement le plus précis possible. Je dis bien d'essayer d'aller vers le traitement le plus précis possible car une fois qu'on a compris la typologie de la douleur, l'expression de la douleur, une fois qu'on a réussi à reproduire cette douleur, bah, ça va nous permettre effectivement de tirer un peu un fil rouge hein, et de tirer un conduit, un chemin.
et que cette séance, que ce soit thérapie manuelle, ostéopathie, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas que cette séance raconte un peu une histoire et que si on regarde un peu de l'extérieur, quelqu'un qui ne connaîtrait rien à l'ostéopathie finisse par se dire, bah tiens, ce patient, il avait ça, effectivement. C'est ça qui est important, hein, comprendre effectivement la douleur et d'où elle vient. Donc, pour ce faire, effectivement, il est très compliqué aujourd'hui de connaître toutes les fonctions du corps humain, toute l'anatomie du corps humain. Le corps humain est très complexe, hein, c'est un réseau, un véritable réseau cellulaire. On a plusieurs milliards de cellules, hein, on a plusieurs systèmes différents, hein, tous les systèmes sont complètement interconnectés. Et on va utiliser, hein, pour essayer de synthétiser, on va utiliser, vous allez voir, la théorie des systèmes et des sous-systèmes. L'humain est effectivement un ensemble de systèmes et de sous-systèmes en interaction constante, hein. Tout est interconnecté, hein. C'est un véritable réseau, un peu comme Internet, hein. On verra après un peu le cerveau, mais effectivement, l'humain a construit l'ordinateur et l'humain a construit un peu ce réseau Internet, ce réseau mondial à son image. Et effectivement, le corps humain, les fonctions humaines, les systèmes humains, les systèmes anatomiques sont tous interconnectés, ok? Et ils reposent sur des relations dites intersystémiques. On va donc parler de la théorie des systèmes, hein, pour créer une sorte de modèle et essayer de mieux comprendre effectivement la complexité des organismes vivants. On va parler de variables de régulation, on va parler effectivement de lois de régulation, et on va essayer de synthétiser les systèmes, un peu de les décortiquer pour en faire des groupes, hein, et voir un peu parmi ces groupes de systèmes ceux qui fonctionnent le plus ensemble, ceux qui sont un petit peu à l'écart, ceux qui fonctionnent sur des réseaux un peu séparés, un peu parallèles, toujours interconnectés bien sûr, mais un peu parallèles, et voir effectivement par rapport à la plainte du patient, par rapport à sa symptomatologie, quel est ou quels sont les systèmes qui vont être le plus à investiguer, le plus à tester pour pouvoir avancer bien sûr plus rapidement dans notre séance. Euh, il est aujourd'hui, pour moi, inconcevable de tester tout le corps humain. Ça n'a pas de sens. Pour une symptomatologie X ou Y, aujourd'hui, on voit des thérapeutes qui testent tout. Mais au final, est-ce qu'on doit tout tester? Bien sûr que non, parce que automatiquement, on va trouver des lésions, des dysfonctions, des altérations qui n'ont peut-être rien à voir avec la symptomatologie. Alors finalement, on s'aperçoit qu'on traite tout. On traite tout ce qu'on trouve et on ne fait absolument pas le rapport avec la symptomatologie. Ce qui fait qu'effectivement, souvent, malheureusement, ça arrive à l'échec. Et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc cet équilibre de l'organisme va dépendre des échanges entre les systèmes et bien sûr en adéquation avec le milieu extérieur. On vit tous dans un environnement, hein, particulier, on a tous notre propre environnement. Et quand on est habitué à cet environnement, on se rend plus compte de l'environnement. Et finalement, on vit un peu dans la routine. Ce qui nous amène parfois à avoir un peu des surprises. Et on est un peu parfois en panique face à ces surprises, ou qui peuvent être aussi des surprises bienveillantes, des surprises positives, hein, donc il n'y a pas que des surprises négatives, mais en tout cas, le changement du milieu, parfois nous déboussole, que ce soit sur le côté positif ou bien sûr sur ce côté négatif. Et si les échanges sont altérés, si effectivement il y a des perturbations dans les connexions intersystémiques, automatiquement les capacités d'adaptabilité par rapport aux variations du milieu extérieur vont être automatiquement réduites et on va y avoir donc des désadaptations, ce qui va fragiliser l'organisme. Un gros mot revient souvent dans l'ostéopathie, c'est bien sûr l'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie?
L'homéostasie, hein, c'est la capacité d'un système à maintenir son équilibre malgré les contraintes extérieures. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer avant. On va parfois enfin, on va parfois, les contraintes extérieures, pardon, hein, les variables de milieu extérieur vont parfois changer, vont parfois se modifier. On apprend une mauvaise nouvelle, on apprend à l'inverse une très bonne nouvelle. On apprend voilà, des stimuli un peu différents. On est tout le temps bombardé hein, de modifications, hein, d'informations, hein, de stimuli pardon, différents. On va toujours être en équilibre quelque part entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Ok. Tant que l'équilibre dynamique est maintenu, il maintient la vie. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de sinusoïde constante, hein, alors parfois avec des petits hauts, avec des petits bas, mais tant que cet équilibre dynamique est maintenu, il maintient la vie, il maintient l'homéostasie, et j'ai envie de dire, tout va se passer pour le mieux. La vie devient libre et indépendante. La liberté, c'est bien. L'indépendance, c'est beaucoup mieux. L'indépendance, bah, c'est ce qui nous rend justement totalement autonomes, autonomes dans nos pensées et bien sûr autonomes ici aussi dans nos actes. Ok. C'est un point clé en biologie, en sociologie, en politique et en sciences des systèmes. Ça, c'est clair. C'est cette fameuse autonomie. Notre homéostasie, notre concept homéostasique, quand il fonctionne correctement, quand il fonctionne en équilibre, nous permet cette autonomie. On a tous en nous tout pour nous guérir. Vous le verrez un petit peu plus tard. Le cerveau ordinateur. Effectivement, le cerveau ordinateur, le cerveau est un méga ordinateur dont on n'en a même pas conscience. Tout vient de lui. C'est notre CPU, ok? C'est notre unité, hein, c'est notre microprocesseur. Je ne sais pas si vous saviez, mais un des ordinateurs les plus puissants, il a peut-être été maintenant dépassé, hein, mais en tout cas, un des ordinateurs le plus puissant est capable de traiter 10 exposant 18 informations à la seconde. Notre cerveau, il est un tout petit peu au-dessus, 10 puissance 20, 10 puissance 23, suivant certaines études, 10 puissance 16. En tout cas, on est à peu près pareil. On va dire que notre cerveau, hein, va gérer le même nombre d'informations à la seconde, ok, que le plus puissant des puissants des ordinateurs. C'est un peu inquiétant parce qu'effectivement, on va réussir à un moment ou à un autre à ce qu'il y ait un ordinateur plus puissant que notre cerveau. Et là, bah, c'est là où on voit justement apparaître cette fameuse intelligence artificielle dont tous les jours on entend de plus en plus parler. Sauf que ce puissant ordinateur consomme 21 mégawatts par jour. Donc il lui faut quasiment une centrale nucléaire pour l'alimenter. Il occupe la surface de 680 mètres carrés. Son coût est de 600 millions de dollars et il est composé de 74 armoires de 3 tonnes 6. Notre cerveau, c'est 1,4 litre, 1,8 kg, 37 degrés en température, donc il chauffe pas. Ok. Et il consomme à peu près pendant 80 ans, 24 heures sur 24, 12,5 watts par 24 heures. Donc, quand on fait le rapport poids-puissance, effectivement, il n'y a pas photo. Notre cerveau reste encore aujourd'hui le meilleur des meilleurs. L'ordinateur appelé cerveau est la meilleure et la merveilleuse machine humaine. Le cerveau est à 97% totalement inconscient et automatique sur le plan biologique, neurophysiologique et bien sûr réflexe. Là aussi, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais notre cerveau, pendant qu'on dort, pendant qu'on conduit, pendant que là je suis en train de vous parler, pendant qu'on fait n'importe quel geste, n'importe quelle habitude de la vie, voilà, pendant toute la vie, va gérer de façon totalement automatique 97% des informations sans qu'on en ait absolument aucune conscience. Il gère et va adapter toute action et réaction biochimique à notre insu. On n'a absolument pas conscience hein, que le cerveau va commander par voie hormonale effectivement la sécrétion d'insuline, la sécrétion de glucagon, sécrétion bien sûr des hormones chez la femme pour l'ovulation, etc.
euh, les petites mimiques qu'on a, les tics, les tocs, tout ce que vous voulez, hein, sont complètement automatisés. Donc, il va gérer de façon inconsciente, hein, les 10,18 opérations par seconde, hein. Ça paraît énorme, mais c'est la réalité des choses. Au niveau du corps humain, il y a une certaine hiérarchisation. Ça veut dire qu'effectivement, cette pensée inconsciente est au sommet, hein, de cette hiérarchisation, hein. On la voit ici en haut. L'élément anatomique, hein, l'élément, on va dire, viscéral, cerveau, est juste en dessous, et le corps, lui, encore plus en dessous. On a donc un peu une sorte de fusée à l'envers à trois étages, hein, dont la pensée représente l'étage le plus important, le cerveau l'étage intermédiaire et finalement le corps, le reste du corps n'étant qu'un exécutant, hein, qui va exécuter toutes les informations en provenance du cerveau et qui va surtout exécuter les commandes en provenance du cerveau, hein. Il va répondre à des ordres qui lui sont donnés par le cerveau. L'humain dans son environnement, on va le détailler un petit peu plus. Donc, effectivement, on vit un peu dans une bulle, hein. On vit un peu dans une sphère sur une sphère, hein. On voit ici le corps humain donc dans sa sphère, dans sa bulle, dans son environnement. On est habitué à faire un petit peu notre train-train de tous les jours. On vit entre notre cabinet, notre vie familiale, de vacances de temps en temps, parfois pour certains un peu d'enseignement. Et puis, on a comme ça ce qu'on appelle nos habitudes de vie. Ok. On est une sphère entre la terre et le ciel, hein. On est un peu en équilibre comme ça, hein, donc dans une sphère entre la terre et le ciel. Ces variables donc qui nous entourent, hein, c'est ce qu'on appelle les variables de milieu. Voilà, tout simplement. On a bien sûr, pour équilibrer ça, on a une variable d'état. Notre variable d'état, ok, va en permanence équilibrer les variables de milieu. Cette variable d'état, elle va être décomposée en plusieurs variables. Les variables tout simplement métamériques, qui sont l'anatomie, l'état des systèmes, hein. Donc, c'est le système métamérique à l'état pur. Ce sont nos tranches de moelle, hein, de C2 à S3, S4, hein, qui vont comme ça euh, accueillir des informations et par rapport à ces informations, eh ben, elles vont répondre aux informations. Ce sont les voies réflexes métamériques, hein, avec, on le verra plus tard, ce qu'on appelle les sous-métamères, qui vont tout simplement s'adapter à des situations de façon réflexe et totalement autonome. Donc ça, on va dire, ce sont les voies les plus simples. Voilà, quelques exemples, hein. Le sacrum et le pied avec le métamère L5S1, le sacrum et des 12 L1 par rapport à des variables à la fois mécaniques, des variables aussi d'ordre ligamentaire, etc., hein. On va retrouver des capacités d'adaptation entre L2, L3 et le genou, hein, des variables encore une fois métamériques, C4 avec le diaphragme, C4 aussi avec l'épaule, mais aussi le foie par l'intermédiaire de relations mécaniques avec le diaphragme, mais aussi le foie quelque part avec des relations métamériques sur le plan viscérotomique, par exemple D8, D9 sur l'orthosympathique, mais le sclérotome du foie, hein, ce fameux système suspenseur du foie, hein, les ligaments coronaires et triangulaires sont eux innervés par ces quatre. Donc vous voyez, tout ça, c'est des exemples que je vous donne, hein. On les décortiquera un peu plus tard, hein. C'est ce qu'on appelle tout simplement les variables métamériques. Ce sont les variables basiques anatomiques qui vont régir le corps humain, ok, et qui vont permettre justement toutes ces capacités, enfin en particulier hein, les capacités d'adaptation sur le plan des métamères. Mais ce ne sont pas bien sûr les seules variables, non. On va en décrire d'autres. À la fois, bien sûr, une variable très importante, la variable émotionnelle. Ok. La variable psychosomatique, la variable émotionnelle va être une variable importante et elle sera accompagnée hein,
une variable annexe que j'appelle moi la variable nutritionnelle. Donc, dans la variable nutritionnelle, on peut voir la nutrition à la fois matérielle et immatérielle. La nutrition matérielle, bah, c'est ce qu'on mange, hein, tout simplement, c'est notre alimentation. L'immatériel, hein, ça peut être la spiritualité, ça peut être la lecture, ça peut être la musique, hein, ça peut être un petit peu tout ce qui n'est pas palpable, hein, tout ce qui ne se mange pas, tout ce qui ne se boit pas, mais qui quelque part nous nourrit, hein. Donc, aller au théâtre régulièrement, aller au cinéma régulièrement, avoir aussi bien sûr des croyances, pourquoi pas, hein. Ce sont des choses qui nous nourrissent et c'est quelque chose qui font partie, hein, de notre milieu et dont on a besoin. Le jour où on perd cette variable, effectivement, on ressent un peu le besoin, le manque, et automatiquement, cela nous déstabilise. Et on verra en dernier, enfin en dernier, parmi en une autre variable, ce qu'on appelle effectivement la variable posturale. La variable posturale, bah, c'est un peu celle qui lutte contre la gravité. La gravité terrestre, hein, dont on ne s'en rend pas compte, hein, mais on est soumis quand même à une accélération de 9,81 fois notre masse, c'est pas rien, hein. Ceux qui luttent contre la gravité le savent. La gravité est une composante très très importante dans notre métabolisme et dans notre homéostasie. Sans gravité, on ne peut pas vivre aujourd'hui, hein. La gravité est nécessaire. Et c'est la grande problématique justement qu'ont les hommes dans l'espace à essayer de retrouver une gravité qui, bien sûr, ils n'y arrivent pas encore. C'est pour ça qu'ils sont à un moment ou à un autre obligés de revenir sur Terre, sinon leur métabolisme finirait par les lâcher et ce serait pratiquement la mort assurée. Donc, en résumé, hein, on va retrouver la variable de milieu, hein, qui nous entoure, hein, qui effectivement peut être positive, négative, constante, inconstante, sinusoïdale. Et par rapport à cette variable de milieu, on a des variables qui vont permettre à notre organisme, via l'homéostasie, un peu bah, d'équilibrer les modifications, d'équilibrer les changements de cette variable. Elles sont métamériques, émotionnelles, nutritionnelles et posturales. Ok. La définition de la santé. Peut-on se prétendre en bonne santé? Eh ben non, la bonne santé, ça n'existe pas. La bonne santé, c'est un leurre. On ne peut pas se prétendre en bonne santé. Personne aujourd'hui peut se prétendre en bonne santé. Nous sommes juste en santé. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé, c'est une équation. Tout simplement, hein. Une équation, c'est un rapport, c'est un ratio entre la variable d'état et la variable de milieu. Bien sûr, tant qu'elle est égale à 1, on va penser qu'on va être en bonne santé. Et puis elle peut varier, elle peut être un petit peu au-dessus, on est en pleine forme, un petit peu en dessous, on est un peu plus fatigué. Mais voilà, ça va un peu s'équilibrer, hein, tout doucement. Et puis parfois, on a l'impression d'être très en forme. Et puis 3 jours après, on nous annonce qu'on a un cancer généralisé et qu'il nous reste 3 mois à vivre. On était en vachement bonne santé, hein. Il n'y a pas photo, hein. Ça c'est sûr. Non, la bonne santé, ça n'existe pas. La santé, c'est juste une composante, hein. C'est un phénomène tout simplement lésionnel qui parfois est asymptomatique, hein. Mais on peut très bien être, on l'a vu bien sûr, hein, on a l'expérience maintenant avec ce qui nous est arrivé il y a quelques années, avec le Covid, hein. On pouvait très bien être porteur sain du Covid, c'est-à-dire sans aucun symptôme, hein, des Covid totalement asymptomatiques, mais qui, quelque part, ont laissé certaines traces un peu indélébiles, un peu parfois même qui paraissent inexistants, mais qui restent là et qui peuvent perturber notre organisme. Et on voit, à contrario, bah, bien sûr, il y a eu des décès. Et il y a eu aussi certains patients qui ont aujourd'hui encore des grandes difficultés à se remettre un peu de leur Covid. Donc, ce phénomène lésionnel, cette santé, elle est parfois asymptomatique, elle ne présente aucun symptôme, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas malade, c'est pas pour autant qu'on n'est pas problématique, qu'on n'a pas des dysfonctions, qu'on n'a pas des altérations. Et effectivement, un jour ou l'autre, bah, ça risque de se payer ou pas, on ne peut pas le savoir. Ok. Donc la santé, c'est juste une adaptation, c'est une équation. Cette variable d'état, comme je vous l'ai dit, elle va représenter l'ensemble des variables métamériques, l'ensemble des variables nutritionnelles,
posturale et émotionnelle. Et c'est cet ensemble de variables sur les variables de milieu qui vont tout simplement créer cet équilibre. Tant que le patient est en équilibre, ben justement, il n'est pas patient, il ne devient pas, il ne téléphone pas, ok? Sauf peut-être pour en faire un petit check-up, comme ils ont l'habitude de dire. On aura aussi l'occasion d'en reparler, hein. Mais quand le patient ben, vous consulte, téléphone, automatiquement, c'est que sa S, sa variable de sortie, son phénomène lésionnel est apparu et qui crie un petit peu au secours. La structure va générer la fonction et donc automatiquement la structure sur la variable d'état va de la structure sur la variable d'état va dépendre un petit peu cette fonction. Cette variable d'état, elle peut être effectivement très altérée. Effectivement, j'ai souvent l'habitude de dire en formation, euh, Gainsbourg, Johnny Hallyday, ils n'auraient pas pu être centenaires. Paix à leur âme, effectivement, avec tout le respect qu'on leur doit, hein. Mais voilà, quand on abuse, hein, quand on va chercher dans les excès, que ce soit, attention, hein, des excès alimentaires, des excès addictifs, des excès parfois aussi sportifs, des excès aventuriers, enfin tous les excès que vous pouvez connaître, à un moment ou à un autre, on finit par le payer. Et c'est notre variable de fonction qui finit dans le rouge. Ok. Donc, effectivement, qui fait des excès les paye un jour. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a toujours des exemples avec des gens qui font énormément d'excès et qui finissent par avoir une vie quand même longue, hein, qui finissent peut-être par dépasser les 80. Oui, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a un peu des gens comme ça qui, malgré les excès, arrivent toujours à passer entre les gouttes et toujours arrivent un peu avec, avec leur variable de fonction à se sortir de certaines situations un petit peu compliquées. Mais en tout cas, dès que la variable d'état sera fortement altérée, que ça soit par des traumatismes, que ça soit par des antécédents médicaux et des antécédents bien sûr traumatiques, que ça soit par une hygiène de vie, que ça soit aussi parfois malheureusement par des anomalies génétiques, hein, la variable de sortie, automatiquement, elle sera perturbée, elle sera jamais optimiser, quelle que soit la variable de milieu. Pour quelqu'un qui, entre guillemets, se prétend en bonne santé, hein, dont la variable d'état est plutôt correcte, bonne hygiène de vie, euh, voilà, quelqu'un qui a une vie avec des variables qui, quelles que soient métamériques, nutritionnelles, émotionnelles, posturales, on va dire équilibrées. En tout cas, il pense être équilibré. Si la variable de milieu varie, hein, donc si la variable de milieu monte en intensité, ben, il y aura deux possibilités. Soit il va être capable de gérer l'augmentation, les variations, les changements de cette variable de milieu, c'est-à-dire qu'il sera en capacité d'adaptabilité, soit effectivement, hein, la variable du milieu devient trop importante, et là, bah, il est en désadaptation, il va être plus en adéquation avec la variable du milieu, et il n'arrivera plus à gérer les variations et les adaptations donc, de cette variable du milieu. Alors, la variable d'état est donc une capacité d'adaptabilité entre l'entrée et la sortie, entre des informations qui nous arrivent et ce qu'on va gérer, ce qu'on va être capable de gérer donc au niveau de ces informations. Nous verrons ensemble après que nous, on va surtout aujourd'hui s'intéresser aux variables métamériques. Qu'est-ce que les variables métamériques? On verra que c'est la base en fait. Elles vont être d'ordre mécanique, neurologique et vasculaire. Elles vont agir bien sûr sur l'humain pour faire en sorte que la variable de sortie soit toujours dans le vert, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit tout simplement capable de repeindre un plafond, de tailler une haie, de déménager un copain, c'est-à-dire de faire une petite augmentation de notre activité physique, parfois aussi de faire aussi une entorse à notre régime alimentaire. Il n'est jamais bon d'avoir toujours le même régime alimentaire. Euh, il est parfois intéressant d'aller goûter un peu à des régimes alimentaires exotiques et de voir un peu comment on réagit. Oui, c'est parfois un peu dangereux, oui, c'est parfois un peu surprenant, hein, mais tout le monde n'attrape pas la tourista. Voilà, la tourista, hein. Donc, c'est pas une maladie, la tourista, hein. C'est une capacité d'adaptation à une alimentation dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on est tout simplement des touristes.
des touristes, des beaux touristes. Donc, tout le monde n'attrape pas la tourista, hein. Tout le monde ne revient pas d'Égypte avec le ventre en compote. Donc, certains ont des capacités d'adaptabilité différentes des autres. Pas forcément meilleures, différentes. Doit-on traiter toutes les variables? Non. Non, l'expérience m'a montré que non. Effectivement, aujourd'hui, pareil, quand on regarde un petit peu les différentes articles, hein, les différentes évidentes basées de médecine, on s'aperçoit effectivement que même sur le plan anatomique, notre anatomie neurologique est composée de filtres. On a des filtres au niveau de la moelle épinière, le gate control, on a un gros filtre au niveau bien sûr du thalamus, qui est notre filtre des émotions et nos filtres de sensibilité. Et si on essaie de travailler toutes ces variables, eh ben, on risque de simplement saturer le corps humain d'informations. Et trop d'infos va tuer l'info. C'est-à-dire qu'on va saturer le système neurophysiologique et il va tout simplement dire stop. Je ne prends plus ces informations que je ne vais plus gérer, hein, je ne vais plus gérer ces nouvelles informations, hein, je fais comme si elles n'existaient pas. On risque même une décompensation et on risque la disjonction. Ok. On va finir par se perdre, la coupure totale, le disjoncteur. Voilà, ça c'est le dis qui va intervenir avec parfois, bah, quand on donne trop d'infos, hein, le surtraitement peut nous amener à ce qu'on appelle effectivement un malaise vagal. Donc, il va être important de comprendre justement par la suite les voies de la douleur, par où passe la douleur, par où passe l'information nociceptive. Et ça, c'est très important, car effectivement, le patient, quand il vient au cabinet, il a une douleur, il a mal, il vous montre une douleur, il exprime une douleur, en tout cas. Il ne la montre pas forcément, mais en tout cas, il l'exprime. Et il faut prendre ça en considération, hein, c'est important. Parce qu'en fonction de la typologie de la douleur, en fonction de son expression de la douleur, il va falloir en trouver l'information nociceptive. Quel est le câble utilisé? Par où ça passe? Est-ce que ça passe par le système métamérique? Est-ce que ça passe par le système viscéral via le 10? Est-ce que c'est tout simplement les voies descendantes psychogènes? Ça, c'est très important. La façon de comprendre les voies de la douleur, c'est ce qui va nous amener à mieux comprendre le traitement. C'est la base du traitement. C'est comprendre effectivement les voies de la douleur. Il suffit pas de faire du tissulaire, de détendre qui que ce soit, de travailler des cylindres, sans comprendre effectivement les tenants et les aboutissants. Pourquoi on fait ça et sur quel câblage on travaille et dans quel sens on travaille le câblage. Ok. Voilà, je m'intéresse depuis maintenant quelques années, hein, à la neurologie. Hein, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, évidemment. Personne ne les a de toute manière. La neurologie aujourd'hui, bah, on est 97% inconscient, hein, donc il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai pas mal étudié le système neurovégétatif, on va le voir après ensemble. Et effectivement, moi, j'ai mieux compris la neurologie bah, quand j'ai fait un peu d'électricité à la maison. Parce que finalement, ça revient au même, hein. On va un fil bleu, un fil rouge, un fil jaune et vert, parfois un fil marron, parfois un RJ45, parfois un fil téléphonique, enfin tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est inclus dans une gaine qu'on appelle le nerf. Ok. Ce qui est important, c'est pas la gaine, c'est pas le nerf, c'est ce qui passe dans le nerf. Il faut disséquer le câblage, disséquer l'information et regarder effectivement d'où elle vient. Je prends l'exemple, puisqu'on est dans l'ordinateur très simple, hein. Vous avez tout simplement une perte de signal sur votre écran. D'où vient cette perte? Oui, ça peut venir effectivement du CPU, de l'ordinateur, de l'émotionnel. Oui, effectivement. La perte du signal peut venir de là. Mais ça peut venir aussi de la carte mère. Ça peut venir aussi de l'écran. Ou ça peut venir tout simplement du câblage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Changer la carte mère de votre ordinateur? Je pense pas. Vous allez tout simplement commencer par vérifier votre câblage. Et souvent, dans la plupart des cas, c'est le câblage qui est déficient. Peut-être éventuellement l'écran, mais ça va jamais beaucoup plus loin. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire beaucoup d'économies. Car changer une carte mère, changer un CPU, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en économie, en énergie, énergie pour le thérapeute, énergie aussi bien sûr pour le patient. Si à chaque fois
on essaie de lui changer sa carte à puce alors qu'il n'y a pas besoin, effectivement, là, il va finir par décompenser et par disjoncter. Il va tout simplement falloir aller du moins cher au plus cher, du moins coûteux énergétiquement parlant au plus coûteux énergétiquement parlant, c'est-à-dire du câblage vers le CPU, c'est-à-dire du système métamérique vers le système émotionnel, et non pas l'inverse. Le système métamérique. Le système métamérique, il est très hiérarchisé, il est très mathématique et il est tout simplement divisé en sous-métamères. Dermatome, neurotome, sclérotome, viscérotome, myotome, angiotome. C'est la composition de notre anatomie. Le dermatome, la peau, ok, bon, innervé bien sûr par les peaux, la muqueuse, pardon, innervé par tous les nerfs spinaux spécifiques, hein. Le neurotome, qui est le nerf, voilà, le segment, le câblage électrique, hein, qui va faire le lien entre le système nerveux central et bien sûr le système nerveux périphérique, hein, et en tout cas l'efférence périphérique, hein, que ça soit l'innervation sensitive, l'innervation motrice, hein, de nos segments articulaires. Le sclérotome, hein, qui est l'os, l'articulation, le ligament, la capsule, hein, qui va être grosso modo hein, l'ensemble tissu conjonctif. Le viscérotome, hein, qui est le système organique, hein, donc, qui lui aussi hein, est innervé, on le verra après, par une partie du segment spinal et le myotome, hein, qui est le groupe musculaire, contrôlé pareil hein, par ce même segment, et l'angiotome. Donc, à chaque tranche de moelle hein, du métamère C2, parce que c'est le premier métamère qui existe, hein, jusqu'au métamère S4, S5, correspond automatiquement un dermatome, un neurotome, un sclérotome, un viscérotome, un myotome, un angiotome. Eh bien, le but, ça va être de décortiquer tous ces métamères et de les connaître et de savoir qui habite dans la maison C2, qui habite dans la maison T4, qui habite dans la maison L2, qui habite dans la maison S3. Quelques exemples que je viens de vous donner. Ok. Et quand on aura compris cette dissection métamérique, eh ben, on va voir qu'on va tout simplement, dans l'analyse de notre douleur, eh ben, regarder si elle rentre dans les cases. Est-ce que notre douleur, est-ce que l'expression douloureuse que présente mon patient rentre dans la case d'un métamère? Est-ce qu'on retrouve un dermatome dans ce métamère-là? Est-ce qu'on retrouve un neurotome? Est-ce qu'on retrouve un sclérotome? Est-ce qu'on retrouve un viscérotome? Est-ce qu'on retrouve un myotome et un angiotome? Si la douleur rentre dans les cases, tout va bien. On est sur une variable métamérique. Évidemment, si la douleur ne rentre pas dans les cases, on est sur autre chose. Et il va falloir investiguer autre chose. La douleur. Comprendre la douleur. Est-elle métamérique? Grand point d'interrogation. Comme je vous l'ai mis là, hein, on a ici les voies de la douleur. Alors, les voies de la douleur classiques passent effectivement par le faisceau sensitif, hein, par la corne postérieure de la moelle épinière, c'est le premier relais, c'est ce qu'on appelle le gate control. Donc le gate control, comme son nom l'indique, c'est le contrôle de la porte. Si la modification d'information nociceptive, c'est-à-dire s'il y a une augmentation du potentiel électrique sur la corne postérieure, et que cette augmentation de potentiel électrique n'est pas suffisante, le gate control détermine qu'il n'y a pas assez, on est en dessous du seuil, elle est infraliminaire, donc l'excitation n'a pas à être gérée, sinon on serait en alerte tout le temps. Ok. Et donc, la gestion va se faire que sur le plan métamérique. On n'en aura même pas conscience. Ça ne remonte pas le faisceau spinothalamique. Ok. Pour prendre conscience de la douleur, il faut au moins que ça remonte le faisceau spinothalamique. Tant que ça ne remonte pas le faisceau spinothalamique, on ne présentera aucune douleur. C'est pas pour autant que notre métamère ne présente pas un problème. C'est pas pour autant qu'on n'a pas une altération et un équilibre au niveau métamérique. On pourra, par exemple, retrouver un sclérotome, sclérotome du viscérotome, hein, qui va être une petite congestion gastrique. Voilà, je vais prendre cet exemple-là ou une congestion colique, hein, etc., avec une petite tension qui augmente sur la paroi, une petite tension qui augmente au niveau péritonéal. On va donc avoir le péritoine est innervé par le système sensitif, augmentation du potentiel électrique légère, toute légère au niveau de la corde postérieure de la moelle épinière, et on va avoir une réaction réflexe. On va pouvoir retrouver effectivement un trigger point, c'est-à-dire une modification biologique
au niveau musculaire, au niveau du myotome. La plaque neuromotrice va présenter une problématique neurophysiologique, hein, orthosympathique, un mauvais drainage, etc. Il va y avoir un encrassement musculaire qui va être tout simplement réflexe. Ok. Rien à voir avec la volonté, c'est totalement réflexe. Et bien sûr, si on ne va pas le chercher, si on ne va pas le palper, si on ne va pas essayer de reproduire cette douleur, on ne peut pas s'apercevoir que ce système métamérique présente une augmentation de la nociception. Il faut automatiquement, dès qu'on va avoir la notion de perturbation, rechercher ce signal douloureux, rechercher effectivement le pourquoi du comment, par où ça passe, dans quel câblage, dans quel système, à quel étage. Avons-nous un trigger point? Avons-nous une dermalgie réflexe? Avons-nous des infiltrations cellulagiques? La palpation est douloureuse, on reproduit la douleur suit un trajet. Est-ce que la douleur rentre dans un cadre métamérique? C'est pas très compliqué. Voilà, quand on connaît ces métamères, bah, on sait qu'effectivement, le piriforme, c'est L5S1. La vessie, c'est L5S1. La face postérieure, le sciatique, c'est L5S1. Les ligaments sacro-iliaques, sacro-tubéraux, c'est L5S1. Si on a une perturbation sur le métamère L5S1, on va retrouver des dermalgies, parfois des sciatalgies, parfois des infiltrations cellulagiques, une peau un peu d'orange, une peau un peu granuleuse. On va retrouver des triggers latents, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore exprimés, mais ils sont là. On appelle ça des triggers latents. Donc, quand on va mettre en évidence, quand on va aller palper, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter l'effet nociceptif, on va dépasser le gate control, et là, on va mettre en évidence la douleur. Ça va remonter le faisceau spinothalamique et informer le cortex. Ah ouais, j'ai mal là. Ah ben oui, mais je ne savais pas que j'avais mal. C'est vous qui me redéclenchez la douleur. On met l'évidence, le doigt, on met le doigt sur une évidence, on met le doigt sur une problématique métamérique. Alors, est-ce que la douleur est reproductible? Si oui, identifier le métamère. Et quand on aura identifié le métamère, est-ce que tout simplement la typologie de la douleur rentre dans les cases? Est-ce que ça rentre? Effectivement, est-ce que c'est cohérent? Voilà. On va chercher une cohérence dans la douleur. Si cette douleur est cohérente, si elle rentre dans un cadre métamérique, bah vous avez compris le traitement, il n'est pas compliqué, On va aller traiter le métamère, en long, en large et à travers. On va scanner toutes les structures métamériques et ce qui va nous permettre de gagner du temps. On n'aura pas besoin de tester tout le corps humain. Parce que si on teste tout le corps humain, si on part dans le crânien, si on part dans le crânio-sacré à chaque fois, alors que c'est une problématique métamérique, effectivement, on risque de passer à côté. Et on risque de ne pas traiter la variable prioritaire. Quel est ce fameux liant qui fait les liens? Voilà, le liant qui fait les liens, comment effectivement va être organisé notre traitement? Alors, vous le savez, on en parle maintenant depuis longtemps, le tissu conjonctif. Effectivement, le tissu conjonctif va être un peu notre sauveur, ça va être un peu notre grand copain. On va être amené à aller travailler sur le tissu conjonctif. Pourquoi? Parce que le tissu conjonctif, c'est véritablement le liant qui fait les liens. C'est lui qui va réunir tous les métamères. On est sclérotome et le sclérotome de tout. On a le sclérotome du neurotome, la gaine de myéline. On a le sclérotome du myotome, l'aponévrose. On a le sclérotome du sclérotome, tout le système périarticulaire, le système conjonctif, ligamentaire, capsulaire, discal, voilà, tout l'âme, les fascias, tout ce que vous allez retrouver autour du système osseux. On est bien sûr le sclérotome du vasculaire, puisque les parois vasculaires sont du tissu conjonctif. On est aussi, bien sûr, le sclérotome du viscérotome. Et ça, c'est très important, parce que souvent, quand on parle de viscéral, on s'intéresse qu'au viscérotome. On ne s'intéresse pas au sclérotome du viscérotome. Et dans le sclérotome du viscérotome, parfois, l'innervation est totalement différente. Si je prends un exemple, l'estomac, effectivement, le viscérotome de l'estomac, bah, c'est pas compliqué. Il est divisé en deux parties, ortho-para. L'orthosympathique, bah, ça va être la région D5, D6, D7. Le parasympathique, le 10. Mais attention, il y a l'enveloppe de l'estomac. Il y a le péritoine
périgastrique. Et dans le péritoine périgastrique, on va retrouver le ligament gastrophrénique, frêne, innervation par le nerf phrénique. Donc on retrouve du C4, ce qui explique effectivement parfois les douleurs projetées sur l'épaule. On va retrouver ici aussi le petit épiplomb, feuillet pariétal du petit épiplomb en relation avec D12L1, donc un pseudo-syndrome de Meigne. Vous voyez que pour parfois un estomac, on va retrouver des douleurs interscapulaires liées à des douleurs d'épaule et liées parfois à des douleurs un peu bilatérales ou unilatérales autour de la hanche, autour de la coxo-fémorale, voire même au niveau du pubis. Et quand un patient arrive comme ça au cabinet, oh là là, il a mal partout, c'est psy. Pas du tout. C'est absolument pas psy. C'est tout simplement. Alors, bien sûr que il n'y a aucune variable qui vit seule. Les trois à quatre variables que je vous ai citées, la variable métamérique, la variable nutritionnelle, émotionnelle et posturale, elles sont interconnectées. Quand l'un va pas, l'autre va pas aller aussi. C'est sûr que quelqu'un qui présente des troubles gastriques a un certain stress. Mais de là, à commencer à basculer dans l'épigénétique ou dans le transgénérationnel, il y a quand même un monde. Voilà, on n'y est pas encore, hein. Il y a peut-être moyen d'éviter de commencer à perturber le patient avec ses grands-parents. Donc, commençons déjà au moins dans l'ordre des choses à rétablir les sept variables métamériques. Et après, si besoin, bien sûr, on ira un peu plus loin. Bien sûr, on ira sur la variable nutritionnelle et métabolique parce que peut-être qu'il faudra changer le comportement alimentaire. Peut-être qu'il faudra aussi aller chercher sur l'émotionnel, bien sûr, mais je l'ai dit et je le répète, on ne peut pas traiter toutes les variables en même temps. Trop d'informations va finir par tuer l'information. Donc, on va commencer par traiter, si bien sûr on retrouve un dénominateur commun, si la douleur rentre sur le cadre métamérique, on va commencer à travailler le conjonctif, le sclérotome dans le métamère et le sclérotome, quelque part, de tout le système sous-métamérique. Ok. Pourquoi le sclérotome? Pourquoi le conjonctif? Parce qu'il est mécanique, il est vasculaire, il est neurologique, il est immunologique et il est bien sûr métabolique. Alors, j'en profite évidemment pour présenter le docteur Guimberto, qui a fait, voilà, il a un CV de plusieurs pages. Il a fait des conférences à l'international, aux États-Unis, et puis pas que, hein, aussi en Asie, etc. Et le docteur Guimberto, bon, ça date un peu, hein, mais il continue, hein, il vient de continuer de publier, hein, il publie régulièrement, il continue de publier régulièrement. Il est bien sûr à la retraite, hein, mais il a fait d'énormes travaux sur le tissu conjonctif et ses fameuses capacités d'adaptation. Et bien sûr, hein, j'en profite aussi pour vous annoncer que on a la chance, j'ai la chance de le faire venir à Lille. Donc, il y a longtemps qu'il n'est pas venu à Lille. Donc c'est voilà, c'est pour moi une fierté de le faire venir à Lille, à la faculté de médecine de Lille. Donc j'organise au mois de mars un symposium basé sur le tissu conjonctif et il y aura d'autres intervenants, mais ça va être lui bien sûr qui va être l'intervenant majeur, hein, où il nous expliquera justement la continuité, parce qu'on continue de chercher, hein. Donc quelles sont aujourd'hui les nouvelles données sur le tissu conjonctif, ce que l'on sait de nouveau, hein, comme je vous l'ai dit, il a fait de nouvelles publications récemment. Et quelle est l'architecture, quelle est quelque part, hein, la micro-anatomie de ce tissu conjonctif. Donc ça, c'est vraiment un incontournable et ça nous permet de comprendre quelle est notre gestuelle et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une manipulation crânienne, hein, tout simplement un travail crânien, un travail viscéral, un travail musculaire, un trigger point, un massage réflexe, une technique structurelle réflexe, hein, donc on corrige une T4, on ne fait absolument pas une ERS, une FRS. Ça aussi, on en est encore, voilà, on est très loin aujourd'hui. On a compris que ces modèles biomécaniques étaient totalement obsolètes. Hein, on fait bien plus que ça, on ne corrige absolument pas une position. On agit par voie réflexe, hein, sur le système conjonctif pour restaurer, hein, tout simplement une certaine homéostasie métamérique via le réflexe orthosympathique. Alors on a tout à disposition, hein, c'est-à-dire qu'on a sur la capsule et la face postérieure du disque, hein. Donc vous retrouverez également ces informations d'un webinaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur le disque. Alors je vous invite, hein, je vous mettrai tous les liens après à la fin.
à aller regarder sur la chaîne YouTube, hein, il y a un webinaire sur le disque, hein, où Pierre-Michel Dugally, hein, fait pas mal de recherches. Voilà, il démontre bien justement l'intérêt d'une aire sinuvertébrale et son côté neurovégétatif, hein, le liant neurovégétatif entre la manipulation structurelle, la manipulation du scale et justement la composante neuro et la réaction réflexe derrière via l'ortho. Et automatiquement, quand on parle d'ortho sympathique, on va parler de modification vasculaire et la modification vasculaire va entraîner une modification de l'état du tissu conjonctif. Amélioration des contraintes mécaniques, amélioration bien sûr des adaptations mécaniques, vasculaires, neurologiques, immunologiques et métaboliques. Donc voilà, le conjonctif, ça va vraiment être le point clé, hein, dans ces variables métamériques, je dis bien dans ces variables métamériques, hein, pour essayer de les autoréguler. Ces variables métamériques, bah, on l'a vu, hein, elles vont être mécaneurovasculaires. Hein, alors, mécanique, là, ça va être lié bien sûr aux os, tendons, je viens de l'expliquer. Un neurologique, c'est notre système nerveux central et périphérique avec le lien entre les deux, le système neurovégétatif. Et justement, hein, le système neurovégétatif, hein, qui va être responsable, en particulier l'orthosympathique, hein, de la vascularisation. Et on le verra après, un système triphasé qui va gérer la vascularisation dans le corps humain, un peu à l'équivalent des vannes thermostatiques sur les radiateurs qui va régler la température homogène dans une habitation. Hein, on en reparlera tout à l'heure, mais je compare souvent le système neurogétatif à une sorte de chaudière avec la grosse pompe cardiaque, hein, qui va être la chaudière, hein, qui va balancer de l'eau chaude dans tous les tuyaux, et le système orthosympathique, hein, qui va tout simplement adapter. Il va travailler, alors maintenant il y a même des systèmes sur, en chauffage, hein, qui sont hyper performants, hein, avec des systèmes d'autorégulation au niveau des vannes thermostatiques, et vous arrivez à avoir une température homogène partout, tout ce qui va bien, c'est super agréable, c'est super doux. Bah voilà, notre système neurogétatif, c'est exactement ça. Notre ortho sympathique, quand il fonctionne dans l'équilibre, il est fait que la vascularisation soit optimisée. Et quand la vascularisation est optimisée, ben, vos capacités d'adaptation sont nettement meilleures. Ok. Les variables d'état, c'est ce qu'on appelle la priorité de la santé. Alors, on voit ici petite infographie où effectivement, dans le mode d'installation de la lésion conjonctive, on va retrouver deux modes d'installation de cette lésion conjonctive. La stimulation idéale, elle est très utopique. Effectivement, ça serait tout simplement temps de repos égale temps de travail, manger parfaitement équilibré, avoir une vie émotionnelle parfaitement équilibrée, tout parfaitement équilibré. C'est très utopique, ça n'existe pas, ou en tout cas peut-être chez certaines personnes qui font de la méditation et qui effectivement ont une vie totalement hors système. Mais dans le système de la vie actuelle, cette stimulation idéale, équilibrée, est malheureusement utopique. On va se retrouver un peu dans deux extrêmes. Soit une hyperstimulation spatiale ou temporelle, on va trop loin, on abîme spatialement ou temporellement, on use ou on casse. Et là, bien sûr, on va obtenir des lésions irréversibles. Dans ce cas-là, il va y avoir un changement de nature. La douleur est spontanée. Et c'est là où on va se retrouver, bien sûr, avec des red flags, avec des diagnostics d'exclusion, hein, qui, bien sûr, bah, ça sera pas pour nous. Alors oui, hein, sur l'arthrose, l'usure, on a une petite amélioration. On va retrouver effectivement par le côté vasculaire, un peu une amélioration de la symptomatique. On sait que c'est pas forcément l'arthrose aujourd'hui qui crée la douleur, c'est pas forcément la compression discale qui entraîne la douleur discale. Ok, donc c'est au contraire la variabilité quelque part la modification des contraintes au niveau donc du système usure, hein, du système dégénératif, qui va faire en sorte en améliorant la vascularisation locale, on va avoir une amélioration de la symptomatologie. Et pour l'arthrose, bah, le plus grand ennemi de l'arthrose, bah, c'est surtout l'activité
Donc, l'activité permet effectivement de diminuer les douleurs. Est-ce qu'elle diminue pas l'arthrose? Mais en tout cas, elle diminue les douleurs tout simplement parce qu'on augmente la vascule et on augmente les capacités d'adaptation périphériques. Ok. La majeure partie des cas, on va se retrouver sur plutôt des hypostimulations qui, elles, sont obligatoirement spatio-temporelles. Moins on en fait, moins on sait en faire, moins on sait en faire, moins on en fait. Ça va être une bonne partie de nos patients, ça, hein. Effectivement, on s'aperçoit que dans nos cabinets, bah, c'est un peu méchant de parler comme ça, mais on va retrouver beaucoup de patients, entre guillemets, encrassés. C'est un peu boulot, métro ou voiture, dodo, on part au travail, transport en commun, et encore, transport en commun, c'est très bien, parce que le transport en commun, ça permet effectivement de bouger un peu, monter un escalator, descendre un escalator, monter un escalier, marcher 500 mètres pour aller chercher le métro, remarcher 500 mètres pour bien sûr retourner de chez soi au métro. Enfin bref, le pire ennemi, effectivement, c'est bien sûr la voiture. Et la sédentarité. Cette sédentarité va entraîner automatiquement une perte des échanges, une diminution des échanges, diminution des échanges liquidiens, donc diminution des besoins énergétiques, diminution des principes dynamiques, augmentation de la densité, augmentation de la sensibilité, diminution de la mobilité et de la motilité. On a tout simplement un tissu conjonctif qui va simplement s'encrasser. Il perd de ses capacités d'adaptabilité. Ok. Il va, on va pas aller jusqu'à la fibrose, bien sûr, parce que la fibrose, c'est son état ultime. Donc, dans la fibrose, il bascule dans l'irréversible. Mais en tout cas, il va perdre de ses capacités dynamiques, de ses capacités d'échange et de ses capacités d'adaptabilité. Et c'est ça qui va créer, effectivement, des altérations du tissu conjonctif, des modifications du tissu conjonctif, et qui vont avoir pour conséquence des dysfonctions. La dysfonction n'est pas une cause, la dysfonction est une conséquence d'une perturbation conjonctive sur le système métamérique. La lésion tissulaire, quand on parle effectivement, je fais du tissulaire, bah, quand on fait du tissulaire, on fait du conjonctif. Ce qui est important, bien sûr, c'est de savoir exactement ce qu'on fait. Donc, cet interstitium, hein, on est tout content de l'avoir trouvé, hein, mais il date depuis la nuit des temps, hein, est un ensemble de fibres, collagène, élastine, réticuline, baignant dans une substance protéinique, glucidique, composée d'acide hyaluronique, qui va effectivement, cet acide hyaluronique, en partie, pas que lui, hein, donc il y a des composants sulfatés, non sulfatés, vont gérer l'hydratation. La gestion de l'hydratation au niveau du tissu conjonctif va quelque part un peu avoir une influence sur l'état de ce tissu conjonctif. Le tissu conjonctif va être plus ou moins dense, hein. Donc, il va être plus ou moins fluide et il va pouvoir comme ça donner des capacités d'adaptation différentes. Plus l'H2O va être lié, plus l'H2O va être agglutiné, plus l'H2O va être emprisonné, hein, dans cette substance fondamentale, automatiquement plus les fibres vont être collées, elles vont perdre de leur plan de glissement, elles vont perdre de leur capacité d'adaptation, et le tissu conjonctif, notre liant de tout, va être automatiquement perturbé. Bah, vous retrouvez ça effectivement beaucoup chez des patients qui vont être un peu tendinopathes de partout, hein, tendinopathes d'épaule, tendinopathes du genou, tendinopathes du coude, ténosynovite par-ci, euh, les fascites plantaires par là. Voilà, on va retrouver un conjonctif qui est perturbé dans son ensemble. Bah, si le conjonctif est perturbé dans son ensemble, effectivement, là, la variable de métamérique, elle va être un peu compliquée parce qu'on va retrouver tous les métamères de C2 à S4. Et là, effectivement, on partira sur d'autres variables, en, en particulier, bien sûr, la variable nutritionnelle. Hein, c'est sûr que la malbouffe, hein, on va appeler un chat, la malbouffe, la nourriture hyper protéinée sur toute synthèse et hyper sucrée sur toute synthèse, donc tout ce qui va être un peu nourriture hyper industrielle, va automatiquement avoir une influence sur ses capacités d'adaptation. Le tissu conjonctif est une suite, une continuité, en tout cas, est
Ouais, c'est un liant, hein, c'est tout simplement une continuité du système neurovégétatif. Ils fonctionnent ensemble, hein, tous deux, pour effectivement assurer cette homéostasie métamérique. Ok. C'est un peu une couche, comme une autoroute de fluide en mouvement. Tout, effectivement, hein, nous sommes que fluide, c'est vrai, hein, quand on parle de je fais du fluidique, qu'est-ce que je fais? Oui, je fais de la bascule, quoi. Je, je vascularise, je fais en sorte que les systèmes liquidiens circulent, hein, qu'il y ait une bonne circulation, effectivement, des systèmes liquidiens. En médecine chinoise, ils parlent beaucoup, hein, de système liquidien et de circulation des liquides. Hein, ils ne font pas trop la distinction entre forcément le sang et autre chose. Hein, mais c'est ça. Hein. Il faut qu'effectivement, il y ait une circulation homogène de ces systèmes, à la fois lymphatiques, à la fois vasculaire, vasculaire artériel, vasculaire sanguin, pour qu'il y ait une nutrition correcte de ce conjonctif et que ce conjonctif assure correctement toutes ses fonctions. Le grand régulateur, effectivement, c'est le système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif, c'est un système un petit peu intermédiaire. On l'appelle aussi, vous voyez, système nerveux autonome. Autonome comme 97% du système cérébral automatique. Donc c'est un peu continuité, hein, de ce système indépendant, de ce système automatisé, de ce système inconscient. Hein, le système nerveux végétatif, il est totalement inconscient. On ne peut pas le contrôler. Quand on a une émotion, voilà, quand on a une émotion agréable, hein, quand on est un petit peu, voilà, quand on reçoit une émotion parfois agréable, on rougit. C'est plus fort que nous, hein. On essaie de ne pas rougir, mais on rougit. Voilà, on est ému, on rougit. Parfois on pleure, hein, voilà, on ne sait pas pourquoi. Hein. On va à un concert et puis voilà, on a effectivement cette musique, cette chanson qui nous rappelle un peu notre enfance. Et un peu de façon totalement réflexe, hein, automatiquement, on a des images qui apparaissent et on a les larmes qui coulent. Voilà, c'est totalement incontrôlable. Donc ce système neurovégétatif, il est totalement autonome et on n'arrive pas à le contrôler comme on aimerait le contrôler. C'est un système triphasé. C'est un système triphasé avec comme point clé la vascularisation. Effectivement, hein, Steve disait la règle de l'artère est suprême et c'est bien vrai. C'est sa grande phrase et c'est ce qui le caractérise le plus, c'est effectivement que la règle de l'artère est suprême. La vascularisation, elle est suprême et c'est de la vascularisation que va dépendre tout le reste, que va dépendre notre système lymphatique. Quand on parle par exemple de MRP, du liquide céphalorachidien. Qu'est-ce que le liquide céphalorachidien? C'est tout simplement de la lymphe, c'est du système lymphatique. Système lymphatique du système nerveux central, comme n'importe quel système lymphatique, c'est produit et c'est drainé. Donc, et c'est produit et c'est drainé dans le système veineux. Et si notre système veineux tourne bien, c'est parce que notre système artériel tourne bien. On est encore une fois dans la circulation des fluides. Alors oui, on est effectivement un tout qui circule. Alors j'ai trouvé un petit peu ces travaux-là donc à partir de certaines lectures et de certains cours que j'ai reçus, donc celui de Sylvain Pinto en 99 lors de l'entretien de l'Essonne. Hein, donc effectivement le livre d'Éric Marlien sur le système nerveux autonome, la théorie polyvagale, ok, et le système neurovégétatif et troubles fonctionnels de Roger Caporossi. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres bibliographies, je vous les donnerai tout à l'heure. Il y a encore d'autres choses, bien sûr, je continue de regarder un peu ce qui se fait dans la littérature, mais voilà, ça fait partie des trois grandes composantes. Et on voit bien que le système orthosympathique, il va faire une balance entre notre vie de relation, c'est-à-dire nos muscles striés, notre volontaire, notre 3% volontaire, hein, donc c'est notre vie de relation, et notre vie végétative, notre musculature lisse, notre système totalement automatisé. Donc le système nerveux central, le système nerveux parasympathique, il est entièrement automatisé. Ok. Notre système cérébro-spinal, donc là, il est volontaire. Hein, donc le système périphérique, le SNP, il est volontaire. Donc on a à la fois un SN, système nerveux central SNC autonome, enfin automatique, un système cérébro-spinal SNP volontaire, et entre les deux, eh ben, on a ce fameux système nerveux autonome qui va gérer la vascularisation. Soit il va gérer la vascularisation en direction de la vie de relation,
Je pense tout simplement à quand vous courez, quoi, hein, quand vous faites du sport, quand vous courez, hein, la gazelle qui court dans la brousse parce qu'elle n'a pas envie de se faire manger, et ben effectivement, son système orthosympathique, c'est fight or flight, hein, donc ça va aller tout droit vers la vie de relation. Elle va pas chercher à comprendre, hein, elle va foncer droit devant, hein. Si elle réfléchit, elle est morte, hein. Donc le but, hein, ça va être de vasculariser les muscles, vasculariser le cerveau pour aller dans les bonnes directions et utiliser un maximum de ses sens, de tout ce qui va être les sens, donc c'est-à-dire la vue, l'ouïe, tout, l'odorat, etc. Et bien sûr, vasculariser le cœur, les coronaires, parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie. C'est pas le moment de faire une pause déjeuner, hein. Et à contrario, bah voilà, hein, quand elle a réussi à s'échapper du félin qui la poursuivait, elle va se poser un peu et là, elle va se calmer, elle va peut-être se restaurer parce qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie et qu'il va falloir effectivement un peu restaurer ce qu'elle a dépensé, restaurer un petit peu les pertes qu'elle a eues par le système effectivement parasympathique. Donc, en fonction de la situation, en fonction de l'activité et du repos, en fonction de la relation et en fonction de la vie végétative, le système orthosympathique va adapter le système artério-veineux. Ok, comme cette histoire de vanne vanne thermostatique, électro-thermostatique au niveau des radiateurs qui régulent pour avoir la température la plus parfaite possible. Donc, le système nerveux végétatif, c'est un système nerveux équilibré. Il a effectivement un côté repos, un côté activité, parasympathique, orthosympathique, un côté qui est plutôt régénérateur, le parasympathique, un côté qui va plutôt être de défense, hein, qui va assurer notre défense, qui est le système orthosympathique ou dit aussi sympathique. Alors, la sudation, par exemple, hein, c'est une réaction de défense à la chaleur. Hein, la piloérection, c'est l'inverse, hein, c'est une réaction de défense au froid. Le fait de hérisser le poil, qu'est-ce qui se passe? On va produire de l'énergie, on va produire de la chaleur parce qu'il y a de la contraction musculaire. D'autre part, le fait que le poil se hérisse, il va emprisonner certaines couches d'air à la surface de la peau et ça va un peu servir d'isolant, hein. L'air est un isolant, hein. Et bien sûr, il va aussi microvasculariser tous les téguments. Donc, il va garder une certaine température en superficie, mais il va réduire un peu la température interne pour l'optimiser au niveau cardiaque et bien sûr au niveau cérébral. Parce qu'à un moment où il fera trop froid, il faudra prendre la décision de trouver une autre solution. OK? Ça, on va en reparler après. Donc, notre système neurovégétatif est décomposé, hein, en système orthosympathique et parasympathique, système de défense qui consomme beaucoup d'énergie, mais qui va nous maintenir quelque part en vie. C'est le système qui va faire qu'on vit une seconde de plus à chaque fois. Et le système parasympathique qui, lui, va régénérer les pertes. Ok, il va régénérer les pertes, il va éliminer les déchets et il va permettre, bien sûr, de se reposer et de se régénérer. Donc, l'orthosympathique nous fait vivre une seconde de plus à chaque fois par sa défense et le parasympathique assure on va dire, un peu en sous-marin, tout ce système, effectivement, de survie organisé autour de l'orthosympathique. L'orthosympathique, donc, on en a partout. On en a à la fois sur le périphérique, hein, ce qu'on appelle le somatique périphérique, myotome, sclérotome, dermatome et neurotome, donc myotome, sclérotome, dermatome et neurotome, et on va le retrouver, bien sûr, au niveau système viscéral, angiotome et viscérotome. Le parasympathique, lui, il n'est que crânien et bien sûr viscéral. Il va un peu régénérer les fonctions vitales. Le but, et voilà, il n'y a aucune action dans les membres, que ce soit le membre sup ou le membre inf, mais par contre, il va assurer la régénération du système vital. À eux deux, bien sûr, ils forment une composante indissociable. L'un ne peut pas faire sans l'autre, un peu comme le yin et le yang, c'est la même chose. Ok. Donc l'un ne peut pas faire sans l'autre. Et ils ont besoin, bien sûr, de tous les deux. Et à eux deux, ils assurent la survie. Une seconde de plus à chaque fois. Ok. On a donc le système orthosympathique. Voilà, je vous l'ai décrit un peu. Il est organisé surtout au niveau dorsal. On va retrouver ce qu'on appelle le centre de tout l'orthosympathique entre C8 moelle et L2 moelle. Ok.
Mais attention, ça ne correspond pas à la dénomination osseuse. Quand je parle de C8 moelle, ça va être le métamère C8. Donc le centre orthosympathique, il va être localisé entre C8 moelle et L2 moelle, c'est-à-dire entre le métamère C8 et le métamère L2. Le métamère C8, il est grosso modo entre C7T1. Ok. Le métamère L2, il n'est pas en L2, il est un peu plus haut, puisque en L2, on a le métamère S3. Donc il va se retrouver grosso modo entre D12 et L1. Ok. Mais attention, dans ce système orthosympathique, il y a de l'orthosympathique dans tous les métamères. Enfin, il est organisé, il va se répandre dans tout le métamère. Le système, il est dit divergent. Donc, quand je suis en C8 moelle, ben, j'ai le métamère de, le premier, c'est pas C0, voilà, c'est une petite erreur, c'est C2. Le premier métamère, c'est C2. Donc, le métamère orthosympathique, je dis bien le métamère orthosympathique C2 est localisé en C8 moelle, qui est elle-même localisée en C7T1 os. Voilà. On posera les questions tout à l'heure si vous voulez. Mais ça, c'est un peu compliqué à comprendre, hein. C'est-à-dire que l'orthosympathique de C2, le centre orthosympathique de C2, est en C8 moelle, qui est elle-même en C7T1 os. Pareil en bas, hein. En bas, on voit que effectivement le cordon intermédiolatéralis ou la zone intermédiolatéralis s'arrête en L de moelle. Donc en L de moelle, vous allez avoir le métamère S3. Et le métamère S3 orthosympathique, localisé en L de moelle, il est en fait en D12L1 et ainsi de suite. Donc, on voit très bien que, en résumé, hein, donc voilà, pas détailler tout le système neurogétatif, hein, parce que c'est très complexe, mais en résumé, on voit très bien que les deux charnières C7T1 et D12L1 vont être la réunion de l'ortho, de tout l'ortho sympathique. Donc, si je parle de C7T1, bah, la fibre L3, pareil, elle part entre C7T1, la fibre C3, pardon, elle part en C7T1, la fibre C4 en C7T1, C5, C6, C7 jusqu'à T1, toutes les cervicales, toutes les fibres orthosympathiques à destinée de la tête, du cou et des membres supérieurs, hein, le plexus brachial, vont partir entre C7 et T1. Il y a du monde. Et ensuite, ça va transiter dans les différents ganglions latéraux, donc au niveau de la costo-transversaire, pour ensuite se dispatcher à la région voulue. OK? Donc, en C7T1, j'ai toutes les fibres C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. OK? Les fibres orthosympathiques qu'on appelle les rameaux communicants blancs sortent à cet endroit-là. Ils transitent tous par le ganglion spinal, le ganglion cervical inférieur. Les fibres à destinée du plexus brachial, C5, C6, C7 et C8, vont faire synapse dans ce ganglion stellaire pour ensuite se diffuser au niveau du membre supérieur. Les fibres C3, C4 vont transiter dans ce ganglion stellaire, se retrouver dans le ganglion cervical moyen, faire synapse pour le coup, et la fibre C2 va elle, se terminer, donc le rameau communicant blanc se termine au niveau du ganglion cervical supérieur, synapse, et ensuite, bien sûr, on va voir les rameaux communicants gris, donc ce maillage, hein, qui va partir du ganglion cervical supérieur et qui va gérer toute la vascularisation du crâne, à la fois interne et à la fois externe, puisque ce maillage, hein, ce barésie, un peu ce lierre orthosympathique, hein, on le voit bien en anatomie, va s'enrouler à travers la carotide interne-externe et ensuite va se diffuser à la fois dans le crâne intérieur, en dos crânien, et dans l'exocrânien. Donc vous voyez que pour aller chercher et améliorer la vascularisation du crâne, il faut automatiquement passer par ces deux. C'est pas en faisant uniquement un quatrième ventricule. Il va falloir faire ces deux. Et de façon réflexe. Il va falloir obtenir une technique réflexe pour provoquer un stress, un stretch, qui va déclencher un orage orthosympathique, qui va permettre justement d'aller restaurer la vascularisation, la microvascularisation crânienne.
Pareil, si je veux faire le membre supérieur. Le membre supérieur, si j'ai par exemple une tendinopathie avec une perturbation vasculaire tendon au niveau des épicondyliens latéraux, le travail local, bien sûr, il faudra le faire. Le travail de la membrane interosseuse, bien sûr, il faudra le faire. La tête radiale postérieure, bien sûr, il faudra le faire. Mais quand j'aurai travaillé mon local, automatiquement, je vais devoir restaurer la microvascularisation. Et ça va passer par le ganglion cervical inférieur. Encore une fois, de façon réflexe. L'orthosympathique, ça marche de façon totalement réflexe. C'est bref, intense et isolé. C'est pas doux l'orthosympathique. Pour avoir un orage orthosympathique qui va permettre de gérer cette microvascularisation et qui va permettre d'augmenter l'orage vasculaire et de modifier le conjonctif, il nous faut du réflexe. C'est clair et net. Ça, c'est scientifique. Il va nous falloir du réflexe. Pour être du réflexe, il faut des techniques brefs, intenses et isolées, que ce soit un stretch au niveau d'un trait tiré, un crochetage manuel, un peu comme les techniques Nirobaté, Monéron, etc., ou bien sûr une manipulation structurelle. On voit qu'au niveau dorsal, bah, ça sort à peu près à tous les étages, D1 égale D1, D2 égale D2, D3 égale D4, etc. Bien sûr, tous les ganglions latéraux-vertébraux sont réunis entre eux. Et au niveau lombaire, eh ben voilà, rebelote, hein, la zone intermédiaire lateralis ayant rétréci au lavage, automatiquement, on va retrouver en D12 L1 tout le contingent ortho, hein, de L1 jusqu'à S3. Donc tout va sortir entre D12 et L1 et ensuite il va y avoir relais dans les ganglions, donc les 5 ganglions lombaires, 4 ganglions sacrés jusqu'au ganglion unique coccygien qui réunit un peu l'ensemble de tous les ganglions. Et dès qu'on voilà, on va comme ça pouvoir vasculariser à la fois tout l'abdomen et en même temps les membres inférieurs. Alors, si on veut, on en reparlera dans un deuxième webinaire qui va être la suite de celui-ci, hein, où je détaillerai un peu plus tout ça. Si on veut avoir une action, bien sûr, globale sur le côté vascu du membre sup, la tête et le cou, ah ben, on va aller chercher plutôt C7D1 qui va avoir qui va être très orthosympathique et qui va avoir une réaction très divergente. Ok. Pareil, si je veux faire des 12 L1, j'irai sur les membres inférieurs et l'abdomen. Par contre, si je veux avoir une action un peu plus ciblée, un peu plus métamérique, un peu plus précise, j'irai plutôt chercher une costo transversaire. Donc, j'irai plutôt chercher, évidemment, une lombaire spécifique ou un sacrum spécifique, etc. Je vais pouvoir, en fonction de ce que je veux faire, est-ce que je veux vasculariser global, est-ce que je veux vasculariser métamérique, est-ce que je veux cibler mon action, ou plutôt l'étendre, est-ce que je veux faire du local ou du général, ben, cibler une charnière ou une intermédiaire de charnière, etc. Comme ça, on va pouvoir avoir un traitement qui est beaucoup plus constructif. Ok. Donc, je vous ai fait un schéma de coupe de moelle ici sur la gauche, hein, où on voit bien, hein, les voies afférentes sensitive, hein, avec les noyaux sensitifs au niveau axone qui se situent dans le ganglion spinal postérieur, les interneurones, et quelque part, on va aussi retrouver au niveau du système orthosympathique, hein, je vous l'ai dit juste avant, il va y avoir le système orthosympathique, est à la fois somatique et à la fois viscéral, le système orthosympathique. Donc, il va faire un peu le lien entre les deux, entre l'extérieur et l'intérieur. Ok. Sauf qu'il va automatiquement y avoir deux fibres. Il y a une fibre à destinée somatique qui fait relais dans les ganglions latéraux vertébraux et une fibre à destinée viscérale qui, elle, va faire le relais dans ce qu'on appelle les ganglions prévertébraux, ok, ou antérovertébraux ou aortiques. C'est pareil. Ok. Les relais ne se font pas au même endroit. Ok. Quand on est, par exemple, sur un costo transversaire, quand on va travailler aussi sur une technique plus facétaire, automatiquement, on va être plus sur le ganglion latéro-vertébral. On va être plus être précis, on va être plus métamérique. Quand on va faire des techniques un peu plus dites en dog, on va faire des 12 L en dog par exemple, on va être beaucoup plus global. Et là, si on y associe le viscéral, bien sûr, avec bien sûr des techniques viscérales précises, à la fois sur la zone pylorique par exemple, pour tout ce qui va être ganglion mésentérique supérieur ou en sous-diaphragmatique pour les ganglions cœliaques, etc. Là, on va être beaucoup plus sur de la vascularisation viscérale. Ok. Donc, il faut bien comprendre les voies de câblage, parce qu'en comprenant les voies de câblage,
effectivement, bah, on va plus faire des techniques par hasard. On va faire des techniques dans un but précis. Qu'est-ce que je veux vasculariser? Est-ce que je veux faire de la vascule globale ou est-ce que je veux faire de la vascule spécifique? En fonction, bien sûr, de la plainte. OK? Donc, ça nous permet effectivement d'avoir des liens qui sont beaucoup plus tranchés. Le système orthosympathique viscéral, bah, comme je viens de vous l'expliquer, vous le voyez bien ici sur le schéma hein, de droite, hein, donc à ma droite, on a la zone dorsolombaire C8L2, on a le ganglion caténaire ou latéro-vertébral, tout ce qui va être fibre à destinée somatique, donc à destinée périphérique, alors, périphérique, c'est pas que les membres sup, hein, ni le membre inf. C'est aussi la cage thoracique. Ça va être également la peau hein, du thorax, hein, la peau abdominale. C'est ça le système périphérique. Hein. C'est pas que membre sup, membre inf. Hein. C'est ce qu'on appelle les téguments. C'est notre carapace, hein, tout simplement. Notre carapace à la fois osseuse, musculaire et conjonctive, hein, ligamentaire, faciale, etc. Euh, donc ça va faire relais dans le ganglion caténaire latéro-vertébral. Ok. Son but, piloérection, vasomotricité, sudation. C'est notre système de défense de la carapace. C'est un peu notre système voilà, de défense, tout simplement, contre l'agresseur extérieur. La fibre viscérale, elle, va juste transiter dans le ganglion caténaire. Elle ne va pas faire relais et elle va, elle, transiter dans ce qu'on appelle bah, ces fameux plexus précaténaires ou prévertébraux, dont le plexus solaire, c'est un exemple. Hein. Le plexus solaire, bah, c'est un ensemble de petits plexus. Hein. Alors, quand on regarde en anatomie, il y en a un peu partout. On retrouve les ganglions cœliaques, les plus importants, hein, les ganglions aortico-rénaux et mésentériques supérieurs. Et puis, bien sûr, on va retrouver ganglions mésentériques inférieurs, hypogastrique sup et hypogastrique. Voilà. On a plusieurs plexus comme ça, donc au niveau aussi cardiaque, aussi au niveau bien sûr thyroïdien et même au niveau crânien. Donc on va retrouver différents plexus. Qu'est-ce que c'est qu'un plexus? C'est la réunion, c'est l'association de l'orthosympathique qui va faire relais dedans, ok, et du vague. En partie là, pour le coup, pour le système viscéral, ça va être le vague, bien sûr, ou le parasacré pour tout ce qui va être petit bassin. Attention, le vague ne fait que transiter dans les plexus. Il ne s'y arrête pas. Le vague transite dans les ganglions intramuros au niveau viscéral. Au niveau crânien, c'est différent. Ok. Mais au niveau viscéral, le vague transite dans le système intramuros, dans ce qu'on appelle les ganglions intramuros. Donc, vous voyez que là aussi, quand on fait du viscéral, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'ortho ou du para? Eh ben, si je fais un viscéral très proche de l'aorte, si je fais un viscéral profond, proche de l'aorte, racine du mésentère, pylore, voilà, le petit épiplomb, et je vais être un peu plus ortho. OK? Parce que je vais exciter le plexus, enfin, tous les plexus. Et là, en plus, c'est la synapse. OK? Donc là, je vais déclencher de la vascu. Alors, attention, parce qu'en déclenchant un peu de trop, derrière, c'est le para qui va arriver. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Par contre, quand je vais faire un peu du viscéral périphérique, du côlon, alors là, quand on fait du côlon, on est à l'extérieur, enfin des latérales, ok? Ou pareil, la vessie, des choses comme ça, vous voyez. Là, je vais plus m'intéresser au ganglion intramuros, parce que quand je fais du viscéral, je ne fais pas de la cellule viscérale, hein, je fais de la paroi viscérale. Hein. Donc c'est les parois hein, que je vais stimuler, et c'est aussi en partie le sclérotome hein, de ce viscéral que je vais stimuler, donc je vais avoir une double action à la fois sur le ganglion intramuros de la paroi et en même temps sur le côté sclérotome du viscérotome. Ok. Là, eh ben, automatiquement, je vais être un peu plus vague. C'est pour ça que bah, ouais, quand on fait un côlon, effectivement, on va déclencher derrière peut-être une diarrhée. Eh ben, c'est normal, c'est tout à fait physiologique. Il faut prévenir son patient, c'est pas grave. C'est un système d'auto-nettoyage. On va ouvrir les sphincters, on va déclencher le péristaltisme, on va parfois évacuer. Et effectivement, on peut déclencher une petite diarrhée transitoire. C'est pas grave, ok? Ça fait partie du traitement. D'accord? Donc, ça, c'est pour toute l'organisation neurovégétative au niveau viscéral. Ce qu'on appelle les nerfs splanchniques, vous voyez, bah, c'est le nerf qui va hein, du centre dorso-lombaire, hein, qui va transiter
par le ganglion caténaire sans s'y arrêter jusqu'au plexus, hein. On a trois nerfs splanchniques thoraciques, enfin trois groupes de nerfs splanchniques, les thoraciques, les lombeaux et les sacros. Ok. C'est ce qui va organiser voilà, hein, l'ortho et le para, donc au niveau viscéral. Donc c'est très très systématisé, c'est très organisé, c'est très précis, c'est hiérarchisé, ok, et c'est surtout autonome. Donc on retrouve, hein, voilà, ici je vous ai fait une vue hein, donc, du plexus cœliaque, hein, donc ce qu'on appelle tout simplement le plexus solaire, hein. Donc, alors c'est schématique, hein, en dissection, voilà, c'est ça, il y a des fibres dans tous les sens, hein. Le système est très très divergent. Et voilà, on est incapable, nous, en technique pure, d'aller dire bah, je vais faire un ganglion semi-ulnaire droit ou je vais faire un ganglion artico-rénal droit, etc. Dès qu'on va avoir une action proche de l'aorte, par le biais du système réflexe, automatiquement, on va avoir une réponse qui va être divergente, hein. La particularité du système orthosympathique, c'est un système qui est divergent. Il y a même certaines études aujourd'hui qui ont démontré que quand on manipulait, quand on normalisait une dorsale, sur le point de vue réflexe, l'information se diffusait 5 étages au-dessus, 5 étages en dessous. Alors bien sûr, elle se diffuse en s'atténuant, hein, donc on est bien d'accord. Mais sûr et certain, bah, quand vous faites une des 5, vous avez automatiquement une action réflexe, une action métamérique orthosympathique et automatiquement conjonctive sur 1 ou 2 étages au-dessus et 1 ou 2 étages en dessous. Ça, c'est sûr et certain. Le parasympathique, lui, il est un petit peu plus simple. Le parasympathique, le gros nerf du parasympathique, c'est effectivement le nerf vague. Donc le nerf vague, ben, issu du tronc cérébral, on le retrouve hein, ici sur une coupe, hein. Donc hein, on voit bien hein, dans cette coupe numérotée de 1 à 7 les noyaux donc, des différents nerfs crâniens. Euh, on va retrouver le 10, hein. Donc vous voyez que le 10, dans la colonne numéro 3, hein, vous avez tout le parasympathique. Donc vous avez le 3, hein, donc le paracrânien, le 3, le noyau d'Edinger-Westphal. Vous avez bien sûr le 7 bis, vous avez le 9 et vous avez le noyau dorsal du 10, donc dans la colonne numéro 3. Donc ça, c'est le parasympathique, c'est la fonction viscéromotrice. On retrouve dans la colonne numéro 4 et la colonne numéro 5 du 10. Parce qu'effectivement, le 10, c'est aussi viscérosensitif. Ok. Et bien sûr, c'est aussi bien sûr brachial sensitif. Donc, et c'est aussi moteur. Donc, mais le 10, ce qui est important, hein, le 10, le vague est un nerf très très important, hein, donc cardio-pneumo-entérique, parce que le 10, il est à la fois viscérosensitif, viscéromoteur, sensoriel, ok, ce qui veut dire que c'est quelque part aujourd'hui un de nos principaux capteurs posturales. Alors, vous voyez que quand j'introduis une petite variable là, dont je n'ai pas encore parlé, la variable posturale. Effectivement, hein, la variable posturale va s'imbriquer dans cette variable métamérique, puisque quelque part dans l'abdomen, vous avez essentiellement de l'eau. Et si vous prenez une bouteille d'eau et que vous inclinez la bouteille d'eau, ben, qu'est-ce qui se passe? L'horizontalité va toujours rester horizontale, mais il va y avoir une pression qui va augmenter sur la paroi, bien sûr, du côté de l'inclinaison. Et ben, notre système viscéral, il est fait pareil. C'est-à-dire que quand on va se déplacer à droite ou à gauche, le liquide, la flotte hein, que vous avez dans l'abdomen, va stimuler des parois à droite, à gauche. Et cette stimulation va transiter par le 10 sur le plan, bien sûr, proprioceptif. C'est de la sensibilité proprioceptive. C'est aussi de la sensibilité douloureuse, hein. Donc le 10 va ramener de la sensibilité douloureuse. C'est là où il faut faire attention. Parce que quand on a une sensibilité viscérale douloureuse, il y a deux choses qu'il faut savoir. Soit c'est le sclérotome du viscérotome, donc il y a une petite congestion, donc c'est le sclérotome qui va être impacté, et dans ces cas-là, le transit se fait par la moelle, c'est-à-dire par la corne postérieure de la moelle. Donc, il va y avoir un premier gate control, il va y avoir un deuxième gate control au niveau thalamique. Ok, il y a deux filtres. Ce qui veut dire que quand on a une douleur projetée,
quand on a une douleur métamérique projetée d'origine sclérotomique viscérale, normalement, le paracétamol doit faire effet, puisque le paracétamol va couper le neurotransmetteur, hein, donc au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, et ça va quelque part favoriser le gate control et empêcher l'information de remonter au niveau du faisceau spinothalamique. D'accord? Si par exemple le paracétamol ne fait pas effet, ça veut dire que l'information ne transite pas par le faisceau spinothalamique, elle transite directement par le 10, qui chante le filtre et il va directement au niveau du tronc cérébral. Il y aura quand même le deuxième filtre au niveau, bien sûr, du thalamus. OK? Mais on va s'épargner une porte. Si on sépare une porte, bah, c'est pour une bonne raison. C'est qu'automatiquement, il y a une différence entre une douleur d'origine sclérotome du viscérotome et une douleur purement viscérotomique. La douleur purement viscérotomique, elle est beaucoup plus grave, entre guillemets, en tout cas, elle est beaucoup plus importante, elle est plus à prendre en considération. On va se retrouver sur une pathologie, peut-être pas fonctionnelle, hein, une pathologie euh, qui peut être dégénérative, bien sûr, au niveau viscéral. Alors que si on est sur le sclérotome du viscérotome, là, on peut se dire, oui, c'est fonctionnel, comme un peu les colopathies fonctionnelles, etc. Puisque il y a un gate control, ça passe par la moelle postérieure, la moelle épinière. Donc, si on nous a mis un filtre, c'est parce que justement, il n'y avait pas peut-être une extrême gravité à prendre en considération. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure d'où vient le câblage, l'importance du câblage, vous comprenez bien que en ostéo, si on ne comprend pas le câblage, si on ne sait pas où va la douleur, d'où elle part, par où elle passe, est-ce qu'elle passe par des filtres ou pas, ben, quelque part, on peut passer à côté, et j'ai même envie de dire, sans prétention, on passe à côté de sa séance. Je ne dis pas que c'est simple, hein, ce câblage est compliqué, hein, mais en tout cas, on peut passer à côté de cette séance. Donc la compréhension du câblage permet de mieux comprendre l'origine de la douleur et mieux pouvoir la reproduire pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, on va pouvoir effectivement mettre en place un traitement, bien sûr, adapté. OK? Bon. D'un point de vue général, hein, on va retrouver du parasympathique au niveau donc du tronc cérébral pour 3, 7 bis 9 et le 10, hein. Et bien sûr, on retrouvera également du parasympathique, pardon, au niveau donc sacré. Mais attention, encore une fois, il n'y a pas de parade dans le sacrum, hein. Les centres parasympathiques sont au niveau de la moelle épinière et au niveau, bien sûr, en dessous, hein, du centre orthosympathique, donc entre les métamères S1, S2, S3. Si je reprends ici mon système, vous voyez, on va le retrouver en dessous du rouge, hein, le parasympathique, il va venir s'inclure ici en dessous du rouge. Il va être dans le vert, mais en dessous du rouge, hein. J'aurais pu faire ici une pastille bleue, hein. Pareil, j'aurais pu faire ici en haut une pastille bleue. C'est parce que j'ai voulu décortiquer les deux. Donc là, je vous ai fait effectivement une synthèse, hein, voilà, vous retrouvez cette synthèse sur ces deux schémas qui sont issus du Néther, non, qui sont issus, pardon, du Prométhée. Donc, le parasympathique, hein, avec l'origine, bien sûr, tronc cérébral, hein, le nerf vague. Hein. Donc, le nerf vague, alors, je ne parle pas de théorie polyvagale aujourd'hui, hein, mais, parce que ça peut être un sujet à part entière. Hein, mais vous savez qu'effectivement, le gauche va s'arrêter un petit peu plus tôt, hein, va vriller, va se positionner devant, il va plutôt aller innerver la motricité viscérale, la région gastrique, ok? Et le droit va partir un peu plus bas. Il y a une torsade, il y a une torsion, hein, donc au niveau du cardia pour le nerf vague. OK? Et bien sûr, on retrouve ici l'orthosympathique. Alors voilà, vous avez ici toutes les actions, hein, du parasympathique sur les organes. Hein, on voit que le parasympathique a tendance, bien sûr, à augmenter les sécrétions, à augmenter le relâchement, à favoriser le péristaltisme et plutôt à créer une ouverture des sphincters. OK?
Alors que l'orthosympathique, lui, c'est l'inverse, hein. Il va contracter les sphincters, il va diminuer les sécrétions, il va diminuer le péristaltisme, pardon. Il va stimuler la glycogénolyse, hein, c'est normal, hein, qui stimule la glycogénolyse, puisqu'il faut développer de l'énergie, donc il faut utiliser du sucre, hein. Donc pour utiliser du sucre, ben, on va utiliser du glycogène, hein, qui est stockage du sucre. Donc, tout l'ortho va être lié, bien sûr, aussi sur le plan hormonal, hein. Donc, j'aurai l'occasion de faire un webinaire aussi plus tard, hein, sur le système hormonal, hein. Mais effectivement, le système nerveux neurovégétatif, il est automatiquement lié au système hormonal, hein. L'orthosympathique, bah, ça va être tout le système des glandes surrénaliennes, hein. Donc, pour aller chercher endomorphine, noradrénaline, etc. Donc, tout un petit peu les hormones qui vont être stimulantes. OK? Le tout forme un parfait équilibre. Quand tout fonctionne bien, tout est équilibré, bah, tout va bien, il n'y a pas de plainte, tout est bon. C'est un parfait équilibre, un peu utopique, on est d'accord. Donc, on retrouve ici le système nerveux crânien. Donc, pardon, le système neurovégétatif crânien. Donc, on retrouve les différents ganglions, hein, donc l'oculomoteur d'Higuerespal pour le 3, le 7 bis avec ses deux fibres, hein, le 7 bis, il y a deux fibres, le noyau lacrymonasal, hein, le noyau salivaire supérieur avec chacun sa destinée, hein. Donc, le lacrymonasal, bah, pour tout ce qui est glande lacrymale et la muqueuse des fosses nasales, et le salivaire supérieur pour tout ce qui va être sublingual et submandibulaire. Et bien sûr, le tympanique de Jacobson, hein, via le ganglion optique, qui est, lui, le grand nerf de la salivation. On a deux types de salivation, hein. Une salivation un peu plus lente, abondante, digestive, la parotide, et on a une deuxième salivation un peu plus rapide qui va favoriser la déglutition. Alors voilà, en crânien, je montre un peu toutes ces techniques, hein, donc les techniques à la fois qui vont viser bien sûr le système neurovégétatif, hein, où on va aller chercher les différentes glandes, hein, via les ganglions. Ok. Et j'explique bien justement ce qu'on appelle le réflexe stapédien. Donc le réflexe stapédien, qui est le réflexe de déglutition et qui est le grand réflexe régulateur de la tension tympanique, hein. Donc, le tympan, bah, c'est une enceinte, hein, c'est tout simplement une enceinte audiophile, hein, on peut l'appeler comme ça, hein. Donc, le tympan est une enceinte audiophile inversée. Elle va vibrer, hein, ce tympan, par la stimulation du son, hein. Le son a une fréquence vibratoire. Ce tympan va vibrer. Cette vibration aérienne va être transformée en vibration mécanique pour être transmise à ce qu'on appelle la fenêtre ovale entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et puis, cette vibration mécanique devient vibration liquidienne qui va monter dans la cochlée, stimuler des cils pour cartographier les sons graves des sons aigus. S'il y a une hyperstimulation, s'il y a un barotraumatisme, ben, il faut absolument que le tympan se relâche, ok? Parce que si le tympan n'absorbe pas l'hyperstimulation et si le tympan ne se relâche pas, il va y avoir une destruction de l'oreille moyenne, mais il y a aussi une destruction plus grave, bien sûr, de l'oreille interne et du système vestibulo-cochléaire. C'est ce qu'on appelle le réflexe tapédien, ok? Et pour remettre la tension normalisée donc, au niveau du tympan, bah, on va utiliser effectivement la déglutition dans un premier temps, la petite déglutition ou la grosse déglutition, soit sur le 7 bis, donc c'est le plus rapide, ok, et le 9, bah, il va être un peu plus lent, mais un peu plus abondant. Ok. Bah, c'est aussi ce que les plongeurs, hein, utilisent, hein, la manœuvre de Valsalva. Alors là, je vous ai fait, alors je ne vais pas tout décortiquer, hein, c'est pas le but, hein. Hein, mais je vous montre un petit peu la correspondance, hein. Alors là, c'est une synthèse métamérique, hein. Donc, au niveau, bah là, je vais partir des organes, hein. Donc le viscérotome, hein, tout simplement, hein. On a l'ortho, le para, on a la motricité striée, donc ça, c'est le neurotome du muscle strié. On a le neurotome sensitif, hein. Donc vous voyez que vous avez le neurotome ortho et para, ça c'est le neurotome
de la musculature lisse. Ok. Là, on est sur le neurotome de la musculature striée, d'accord, avec les différents nerfs, les différents étages. Et vous avez le muscle, le myotome et le sclérotome. Et bien sûr, il faudra mettre en adéquation le dermatome. Ok. Donc, vous reprenez tous les organes, pardon, voilà. On reprend tous les organes et on voit les correspondances orthosympathiques, parasympathiques, quels sont effectivement les nerfs moteurs qu'on va retrouver. Alors voilà, le 7 bis pour le réflexe stapédien, par exemple, le muscle stapédien dans l'oreille moyenne. La sensibilité, donc l'oreille moyenne, c'est du 5-3. On va retrouver des correspondances, bien sûr, puisqu'on a ici, en orthosopathique C0, C1, C2, on va pouvoir retrouver des correspondances au niveau des muscles sous-occipitaux. On va retrouver le 11 aussi, vous voyez ici. Donc tout ça, les sous-occipitaux vont pouvoir être, bien sûr, impactés. Mylohyoïdien, trompe de stage, ça c'est le sclérotome. Donc vous avez comme ça toutes des correspondances métamériques. Alors, ces correspondances métamériques, elles sont un peu en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'en fonction des nouvelles données, je les réajuste de temps en temps. Parce qu'il y a des petites corrections à apporter, parce qu'on a réussi à démontrer que si, que là. Donc, j'y apporte régulièrement voilà, des variations, des petites variations, pour essayer d'obtenir un tableau, quelque part, le plus proche possible de la réalité, de la réalité métamérique, en tout cas, de ce câblage métamérique, parce que il est là, le câblage, il est là, et on ne peut pas le nier, d'accord? Donc, on essaie comme ça, et quand on a cette classification, quand on retrouve cette classification et cette façon de traiter, eh bien, effectivement, la première chose qu'on va voir, la première chose qu'on va faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on observe son patient, on interroge son patient, on détermine le type de douleur, on classifie le type de douleur, la douleur rentre dans les synthèses métamériques, on vérifie, voilà, ça ce sont nos points de vérification, voilà, tout simplement par la palpation, il faut palper, il faut recréer la douleur, il va falloir aller palper, donc on arrive à comme ça à être sûr et certain qu'on est sur une douleur métamérique, et bien qu'est-ce qu'on va faire? Palpation, test et correction. On va réguler le système métamérique. On va travailler sur la première variable. Rien ne nous empêchera, dans la continuité du traitement, d'aller chercher les autres variables. Mais comme je vous l'ai dit, pas en même temps. On ne mélange pas tout. Ok. On est stratégique. Il faut être stratégique. Et il faut être parfois très. Il faut être, non, pas parfois, il faut tout le temps être ordonné. Maintenant, vous avez un patient qui, effectivement, vous décrit des douleurs qui rentrent absolument pas dans les cases. La douleur est totalement anarchique. Ouais, là, d'accord, effectivement. On ne retrouve pas de correspondance, c'est pas cohérent. On est plutôt sur de la sensibilité descendante, ok? C'est les fibres C, donc les fibres qui normalement doivent être inhibitrices, mais là, elles sont plus excitatives. Là, on peut se poser la question de l'émotionnel. Là, on peut aller sur le terrain de l'émotionnel. On a un patient qui, malheureusement, redécrit toujours à peu près les mêmes douleurs, scapulalgie droite, etc. Il faut peut-être aussi se poser la question de la posturo, faire quelques tests posturaux, voir s'il n'a pas un capteur céphalique, postural, podologique, etc., qui serait défaillant. On a un patient qui, en plus de toutes ces douleurs, présente un métabolisme, une généralité métabolique perturbée. Je pense à ce fameux tendinopathe qui mange un petit peu tout et n'importe quoi. Il va peut-être falloir un petit peu qu'il se prenne en charge et qui, effectivement, rééquilibre un peu son alimentation. Ou parfois, on a l'impression d'avoir une bonne alimentation et sur le papier, elle peut être effectivement considérée comme bonne. Mais quand on regarde un peu plus en détail, ça peut être perturbé. Donc, l'idée, c'est véritablement d'analyser quelle est la variable par laquelle je vais commencer. Rien n'empêche de faire les autres, mais encore une fois, de façon totalement ordonnée et stratégique. Donc, je vous ai remis dans cette séquence métamérique, voilà, vous retrouvez ici donc les différentes innervations du crâne, ok, avec bien sûr le 5.1, 5.2, 5.3, les premiers dermatomes là qu'on retrouve, C2, C3, C4, etc. On va retrouver
Voilà, on va retrouver ici tout ça. On va retrouver le plexus brachial, l'innervation de la langue. Voilà, vous avez ici toutes les innervations. Hein. Donc voilà, tout ça, ben, ça doit être connu effectivement, encore une fois, pour faire cette analyse. Et là, on descend un petit peu plus bas. Donc poumon, cœur, myocarde, oesophage, estomac. Voilà, on descend, c'est comme côlon ascendant. On met ici les correspondances ortho-para, pardon, les myotomes et les différents sclérotomes jusque, effectivement, les organes génitaux externes. D'accord? Donc, cette analyse métamérique et ce décortiquage quelque part métamérique permet de justement mieux comprendre le réflexe orthosympathique. Le réflexe orthosympathique, vous avez compris, l'orthosympathique, c'est un peu la clé. Euh, Cette clé, elle va permettre de gérer la vasoconstriction, la vasodilatation, gérer la piloérection, gérer la sudation, améliorer les échanges liquidiens, amener de l'hydratation, amener de la chaleur, modification du tissu conjonctif sur le plan chimique, restauration des échanges synaptiques, amélioration des flux, perfusion, drainage, bouleversement neurovégétatif, restauration de l'hémostasie, retour à la santé. Voilà les buts un peu de ce réflexe orthosympathique. C'est ce que j'appelle, moi, une globalité structurée sur un traitement adapté. Voilà, globalité structurée sur un traitement adapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, je dois être global, évidemment. Oui, je dois prendre mon patient dans sa globalité, mais de façon structurée. Identifier la douleur, identifier la clinique, ça veut dire avoir une attitude clinique structurée. C'est pas partir dans tous les sens. Ok. Encore une fois, voilà, j'interviens dans divers organismes de formation, j'interviens aussi à l'école d'ostéopathie de Lille, et je vois trop partir dans tous les sens. Une acromioclaviculaire sur une chute, ça reste une acromioclaviculaire sur une chute. Le foie n'apportera strictement rien, le quatrième ventricule n'apportera strictement rien. Il faut aller chercher d'abord l'acromioclaviculaire. Maintenant, une douleur d'épaule chronique, nocturne, qui réveille, pas de traumatisme, rien du tout, oui, là d'accord. Il faut aller chercher d'autres variables. Mais ne mélangeons pas toutes les variables. Restons sur la variable prioritaire, traitons la variable prioritaire et avançons de variable en variable. Toujours faire la relation entre la douleur et la variable en cause, établir un traitement adapté à la variable. Ne pas se perdre et garder les pieds sur terre. Je vous mets donc voilà, en fin de ce webinaire qui, j'espère, vous a apporté quelques notions supplémentaires. Hein. Donc, je vais vous l'envoyer hein, donc en vidéo. Vous aurez le lien vidéo. Il sera sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis donc cette journée importante. Hein. Vraiment, c'est vraiment voilà, une aubaine de l'avoir. Hein. Le docteur Gimberto, il est très pris, hein, donc il est pas facile à faire venir. Et c'est ce symposium, il y aura lui qui va intervenir, mais pas que. Hein. Il y aura moi aussi un petit peu en présentation. Il y aura aussi une présentation des pathologies du tendon, hein, parce que la tendinite, ça n'existe pas. Hein. Donc on va parler de tendinopathie. Hein. Donc, Benoît Saoud va vous faire donc une différente classification des tendinopathies. Pierre-Michel Ugailly et Bernard Van Gay vous présenteront les nouveaux crochets, nouvelle génération de crochets myofasciaux. Donc là, on va être dans le conjonctif, hein, vous doutez bien. Les techniques faciales, donc qui va être une petite présentation par Christophe Chiquet. Donc sur les fascias, suivant la méthodologie STECO, hein, qui n'est plus aujourd'hui enfin, qui est démontrée aujourd'hui, hein, c'est les fascias Vision STECO, hein, c'est la référence en fasciathérapie, hein, c'est STECO et Laurent Le Sire qui vous présentera également donc des techniques musculaires d'inhibition, technique de Jones, technique trigger point, technique aussi myodétensive. Donc voilà, c'est une journée qui va être sous l'éclairage du conjonctif. C'est ce qu'on appelle la journée du conjonctif. Ok. Voilà, donc tout ce webinaire est un résumé. Hein. Donc, vous voyez, j'ai mis à peu près 2 heures, un résumé de 2 heures hein, de ce que j'enseigne régulièrement, une fois par an, hein, à travers donc, le système neurovégétatif, hein, avec voilà, tous les liens, les connexions, le système périphérique, tout ce que je vous ai
un petit peu expliquer là ce soir, eh ben, c'est intégré donc durant ces 2 jours, hein, où tout est décortiqué et où il y a une journée totalement théorique bien sûr et une journée pratique où bah, on met en place un traitement en fonction de la douleur et en fonction des correspondances. On fait des liens tout simplement. Alors, ça fait depuis maintenant 2007 que j'enseigne à l'école et à chaque fois, on me pose les mêmes questions. C'est quoi les liens? C'est quoi les liens? C'est quoi les liens? Bah, les liens, c'est ça, hein. C'est ce que je viens de vous expliquer ce soir, hein. C'est tout simplement les différents liens métamériques. Alors, bien sûr, hein, encore une fois, tout n'est pas métamérique, hein, bien loin de là, hein, ça serait trop facile. Il faut parfois partir sur les autres variables. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, ne vous perdez pas dans des bilans, dans des anamnèses compliquées, dans des traitements qui, quelque part, sont décousus, où on mélange un petit peu d'émotions, on mélange un peu de posturo, on mélange un petit peu de métamère, on empile des techniques, on fait un peu de la routine de techniques, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Je dis bien essayer car c'est pas facile. On n'y arrive pas forcément et je n'ai pas la science infuse et en toute humilité, je connais, malgré encore une fois plus de 20 ans de pratique, bien sûr qu'il y a encore des échecs. Le 100% de réussite n'existait pas. Donc, en toute humilité, bah, j'essaie de comprendre ce qu'a mon patient. Voilà, parfois j'y arrive pas, voilà, tout simplement. Bah, quand j'y arrive pas, bah, je délègue, j'envoie ailleurs ou bah, je continue de me former pour essayer justement de comprendre le bug et comprendre ce qui a pu faire que bah, sur l'Abago, là, sur ce patient-là, ça marche pas, alors que celui de ce matin, ça marchait, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée. J'espère que ce webinaire vous a permis d'ouvrir un petit peu les connexions, hein, de vous rendre compte un petit peu de la complexité aussi, à la fois la complexité, à la fois la simplicité, hein, parce qu'encore une fois, ça reste de l'anatomie, mais c'est complexe de connaître l'anatomie, ça, je le sais. Ça demande toujours de travailler, travailler, travailler et encore une fois travailler. Ok. Donc voilà, merci beaucoup à vous. De toute manière, j'ai vos mails. Je vous transmets dans la soirée ou demain ou plus tard le lien. Vous pourrez revoir en toute tranquillité ce webinaire, hein, vous l'avez en intégralité. Donc, et un peu vous vous inspirez de mes réflexions. Encore une fois, ce sont des réflexions. Je détiens aucune vérité, hein. On peut me contredire, hein. On peut débattre sur tous les sujets que vous voulez. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.